bienvenue sur ma chaîne Luis Manoa. En découvrant la ville illuminée la nuit, les informations à la télévision sont loin d'être joyeuses. D'entrée de jeu, une ambulance parcourt les rues, livrant des mises à jour décevantes. Aussitôt, Internet s'enflamme face aux critiques et la foule s'emporte à propos de la compétition internationale de l'année prochaine. À la lecture de les commentaires, plusieurs chasseurs se plaignent de gagner moins que ces soi-disant échecs. Mais au cœur de tout ce tumulte, une personne lâche une bombe de vérité, disant qu'il doit encore faire confiance au nouveau gars. Et ça, il faut au YO, leader du service de secours, les yeux rivés sur son téléphone. Après avoir refermé l'écran, le garçon déclare tout simplement que les chasseurs devront résoudre ce souci par leurs propres moyens. À bord du véhicule, son collègue plus expérimenté lui déclare de porter son attention sur l'urgence en cours et lui interroge pourquoi l'enfant est si tendu. Sans détour, notre protagoniste déclare que les chasseurs de guilde sont semblables les uns aux autres et que l'équipe de secours est systématiquement tenue responsable. La plainte typique d'un fonctionnaire et le contexte de l'équipe n'est pas précisément la meilleure. En réalité, ils font partie d'une organisation d'éveillés de niveau intermédiaire. Avec 3 divisions en tout, la société est dédiée à l'avant-garde, la surveillance et le sauvetage. Jour après jour, ces guerriers mettent tout en jeu, plongeant dans les portes pour sauver à la fois les civils et les chasseurs autorisés. Fort heureusement, l'emplacement principal de notre gamin a un objectif particulièrement précis et mortel. Avec ses yeux brillants de force, il agit directement comme un chercheur, en tant que principal regard de l'équipe, ce rôle exige une concentration absolue sur l'environnement. Peu avant le début de l'opération, l'équipe de secours se tenait près devant le portail rouge. En tapant dans ses mains, le leader capte l'attention de chacun pour porter son attention sur l'objectif principal. Les agents ont vite mis en place leur défense, pleinement conscients que la moindre erreur à bord pourrait être fatale. Puis, brusquement, apparu de façon inattendue, un costume cynique surgit, louant le travail acharné de l'équipe de secours sur un ton chargé de sarcasme, rempli de répulsion. Notre protagoniste pense au culot complet du gars. Puisqu'il s'agit de Baek Junwan, un cadre de la Major Guild Overcross, l'ambiance devient sur le champ lourde. Hélas, ce petit vieillard est célèbre pour avoir envoyé Inison au Gilpa le chant des dingens. C'est vrai que c'est main d'eau ici sur l'argent, c'est ça de participer au mouvement des coefficientifs du équipe. Aussitôt que vous éternuez, régalez l'ingard au vrai et habituez-vous à votre gagé en shiga en shtawa en gshiga. Par la suite, l'équipe d'opérateurs s'est mis à crier et à crier, l'équipe était fatiguée, ceux qui le sont déjà, si Yoyol Ganda Nangon Sera on est le tremblement de ce tremblement. Le Congais Sadiago, notre jeune MC précise nettement qu'il accomplit son travail seul sans nécessité d'assistance. Affichant un sourire sadique, le méchant marmonne que c'est dommage que les protagonistes entrent dans la zone dangereuse. Un sourire aux lèvres narquois, le cadre en costume sait que le pire est sur le point de se produire. Dans du portail, une jungle sombre et pluvieuse cache les survivants plongés dans un état de détresse totale. Les larmes aux yeux, une jeune fille tient dans ses bras son collègue meurtri, qui émet le feu vert d'un signal d'urgence. Entourée de bêtes bizarres, elle hurle aux bêtes de ne pas en finir avec les partenaires. Affolée, la jeune femme ne voit plus aucune espérance de s'en sortir vivante. Levant ses griffes brutales, la bête de l'ombre s'apprête à porter le frappe final. Dans la terreur du moment, la survivante ferme les yeux et patiente juste l'impact mortel. Tout à coup, un flot d'une rapidité fulgurante parcourt la scène sombre, brisant le vent. Portant un frappe dévastateur chargé d'éclairs, la bête est envoyée voler violemment. Arrivée juste à temps, l'équipe de secours constitue une protection humaine entre les bêtes et les victimes. Inquiet de la contexte, notre protagoniste s'approche et interroge si la jeune fille est en un seul morceau. Avec assurance, le gamin déclare haut et fort que les secours ont enfin atterri. Toutefois, ce moment ne dure que quelques secondes pendant que le leader hurle le nom de notre chercheur avec inquiétude. Peu après, des objectifs surgiront comme des cafards sur l'itinéraire principal, alors le leader lui ordonne de trouver une autre issue et de s'en sortir vite. Sans hésiter, les yeux du PDG s'illuminent d'un bleu éclatant, activant sa magie spéciale. En utilisant sa capacité de vague silencieuse, son aura magique balaie le sol du donjon, en focalisant uniquement sur son audition, le garçon cartographie le moindre bruit dans l'environnement sombre. En cartographiant toute la structure du labyrinthe grâce aux vibrations, il acquiert un avantage insensé. À la manière d'un radar vivant, la disposition tridimensionnelle du endroit prend forme dans l'esprit du MC. Sans difficulté, la voie d'évacuation parfaite et sans bête s'éclaire dans ses pensées tactiques. Ravi de sa découverte, le gamin avertit son supérieur du voie à parcourir, ce qui lui vaut un fier compliment de la part du leader. Désemparé et désorienté, le survivant est entraîné dans l'action sans réellement comprendre le plan. Dans une course effrénée, l'équipe progresse,
franchissant tout sur son passage dans un sprint pris de panique. Au milieu du chaos, la jeune fille sauvée doute que cette sinistre voie soit réellement sûre. Juste à côté d'elle, le leader de l'avant-garde explique que le rattrapeur n'est qu'un chasseur de randée. Toutefois, les capacités de détection des enfants sont tout simplement de premier ordre dans tout le pays. Enragé de l'intrusion, un bus sanguinaire essaie une assaut surprise par le côté, d'un frappe brutale, le leader fracasse le crâne du bête sans même ralentir le sprint. Toutefois, le leader lui-même perd patience et interroge s'il le sait. Oh, le parcours de Yol est réellement de niveau. Après tout, les bêtes maudites ne cessent de se multiplier dans chaque coin sombre du voie. Avec des coupes précises, l'équipe trace une voie de force, déchirant toute bête qui leur saute dessus. À l'arrière de la formation, les protagonistes luttent farouchement contre l'essaim incessant de bêtes. Après avoir marqué un autre but, notre protagoniste jure de haut en bas que la issue est par là. Le souci, néanmoins, est que les bêtes ont aussi découvert la destination du équipe de secours. Normalement, les objectifs sont trop stupides pour être pensés de manière tactique à moins qu'un nécromancien n'en ait pris le contrôle mental. Grâce à son sixième sens, le gamin constate le regard étrange qu'il avait ressenti auparavant et confirme ses soupçons. Tout à coup, un pilier de puissance violette éclate, fissurant le sol en pierre du donjon. De l'intérieur de la magie, un gigantesque cercle s'ouvre, dévoilant le boss du donjon accompagné de ses troupes. Stupéfait par la pression écrasante de l'ennemi, le leader d'équipe déglutit, sentant le péril, crier notre jeune MC avertit tout le monde du piège magique mortel posé sur le sol. Pris de panique, il tend la main et déclare à toute l'équipe de sauter aussitôt hors du cercle. Rapide comme l'éclair, le boss lance un fouet grotesque et collant vers les protagonistes. Hélas, la pointe de l'assaut entoure la jambe du sauveteur. Ne voyant aucune issue, le collègue comprend que c'est la fin et hurle assez haut viol de l'oublier et de sauver d'abord les civils. Brutalement entraîné vers l'arrière, le leader disparaît dans la brume sombre, abandonnant l'équipe dans une situation critique. Dans un bond pris de panique, notre protagoniste se jette en avant, couvert d'éclairs. Au moment où il atteint le sol, une barrière violette emprisonne ses mouvements. Le système le prévient aussitôt de la limitation de vitesse et le gamin gémit de douleur. En criant, le garçon jure de sortir tout le monde de là au plus vite. Toutefois, le fier leader lui déclare de rester en retrait, conscient du péril imminent, le leader lui ordonne d'emmener les civils et de fuir. Avec une expression résignée, le vétéran se résigne à son destin. Rempli de fureur, le collègue se contente de s'excuser pour la contexte tragique. Je suis tellement heureux d'être au Pangalstin que je ne pourrais pas le savoir. Moitié après que le sourire narquois du leader ait secoué le bombardement de lycée lorsque les jeunes MC sont arrivés, c'est ma critique, essuie mon hélico en sachant que tu donneras quelque chose. Avec votre force, même les maisons qui tremblent de haillons deviendront le savoir et les nationalités des gens, à nous le Degal Nero, je nécromancien Mahavadolug est autant que je sachante dans le bombardement qui sera bon pour le bombardement de l'Angalaman. C'est la sauce, Tsuyoai Magigeya à l'adorable. Enfin, la menace réelle apparaît, dévoilant Caracule, le boss du donjon. Avec une ironie évidente, le méchant avoue sa surprise face à leur évasion et interroge comment le gamin connaît si bien le temple. Refusant de céder, le gamin suggère qu'il révélera le secret si la bête le laisse vivre. Mais le méchant rejette la proposition et assaut, affirmant qu'il lui suffit de transformer le garçon en mouette. Grâce à une esquive fulgurante, notre protagoniste bondit pour échapper aux frappes fatales. Des griffes sombres traversent l'air précisément là où se trouvait le protagoniste quelques secondes auparavant. À distance de l'impact, le gamin essaie encore de se remettre du choc. Tout à coup, le système avertit que sa vitalité diminue et le garçon hurle d'agonie à cause de la malédiction. Intérieurement, il se interroge s'il aurait dû demander de l'aide aux chasseurs de la guilde pour s'en sortir vivant. Il rejette vite l'idée car il déteste les mercenaires qui ne pensent qu'à l'argent. Dans une réalité envahie par les bêtes et les fins injustes, Cash parle toujours le plus fort. Toutefois, le souvenir du protagoniste qui lui a sauvé la vie dans son enfance refait surface. La gelée, c'est un chant dans le sabillo, excuse pour l'alignement du poignard, le pudent mélangan. Sejong, le bon MC est toujours remarqué par les gens. Déclare, très bien, on a déclaré que les feuilletons de la poste semblaient être morts. Uverkumao en furie, ce sont les magnifiques anges que sont les serpents et je vous ai déclaré de ne pas les essayer. La meilleure chose à propos de l'puissance, c'est lorsque la moutarde est saupoudrée sur le banlin. Je dis à ceux qui sont, MC et le faisceau à l'âme Nilanga à ceux de ceux qui sont les seuls. Dans le cœur, et placé dans le foyer de l'aimé, et mêlé au pharaon d'accord ou au courant. C'est plus convivial et délicieux avec Nekuta, lui a-t-il que personne ne pourra nous égaler, pas Nyuozin et ceux qui se vantent de l'avoir honra dans notre salle.
Angarlo est celui qui tire le contenu et celui qui aime tout est celui que j'ai retiré du Lalan Kishita. Et deuxièmement, le Ukita de ceux qui connaissent le délicieux dans Kaer OVNI. Et envié par ceux qui aiment l'art. Je suis trop vieux pour apprendre, pas Gangalapo sur le terrain car, c'est comme une pastèque, tu n'en peux plus, bien sûr, c'est une Edo Saint-Sikamana, le panapno pour le dalapné afin de vous faire travailler en classe. Noto, père, ce n'est pas mal d'être attaché à Mahamada si je m'en soucie. Dans le Talpangin, celui que l'on peut trouver dans l'armée de ceux qui les ont vus, alors ont au lato le Tesla de ta calomnie. Avec les fins appropriées, je pense que vous êtes déjà en retard. Prendre soin des pauvres. Lui, qui savait que c'était dans la classe, les feuilles sont MC très confuses. Aussitôt la réalité du donjon se transforme en bloc numérique flottant. Confus par la magie soudaine, le bête arrête aussitôt son assaut. Totalement perdu, le nécromancien ne comprend pas ce qui se passe en regardant autour de lui, le méchant comprend que le gamin a entièrement disparu de la carte. Dans un couloir sécurisé, Ciel regarde son nouveau statut briller dans le système. Remarquant que son ancienne classe a disparu, il comprend qu'il s'est réveillé avec de nouveaux pouvoirs. Peu après que le garçon arrive à une conclusion très importante sur l'endroit. Cette zone énigmatique est en réalité la zone isolée de son propre tutoriel. Sans détour, le système lui donne pour opération d'éliminer 20 buts sur une seule journée pour confirmer la classe. À la lecture de les détails, l'enfant accepte l'objectif mais est intrigué par la fonction carte. En touchant l'hologramme bleu, il active le panneau de commande magique. Une représentation holographique du donjon surgit au sol, super facile à comprendre. Il saisit rapidement que le point vert central marque sa emplacement en temps réel. Pendant ce temps, les lumières rouges dispersées montrent la position précise de chaque but. Ou alors vous êtes fier de votre tombeau. Ensuite, dans la Piemapan Indang, ceux qui étaient lavés par le Rhin étaient en fureur contre moi, ceux qui semblaient nourrir le Monga pour le Tinkapang du Kuti du Saka. Quelle l'action romantique, le l'action est accompagné des rires des Sigagieng. Puis avec ceux qui sont criards, on est définitivement dans le réseau. Les 9 de ceux qui sont criards sont Alaouais, Laksanga Kalpa et Nyagya Nyayumimimig. À bout de souffle, notre protagoniste constate qu'il n'en reste que quelques-uns mais se déclare qu'il doit accélérer le rythme. Étonné par la facilité du didacticiel, il a même fabriqué une arme de fortune en utilisant les os de la bête. En combinant de la vue et du radar de la carte, la contexte a tourné en faveur du gamin. À chaque coup précis, le nombre de bêtes chute dans les couloirs. À cette cadence soutenue, le garçon est sûr de terminer la opération avant la date limite. Alors qu'il parcourt le labyrinthe, il ne gaspille pas la moindre seconde jusqu'à ce qu'un but géant et musclé bloque le passage, parmi ceux qui font des signes. D'après le radar, la couvée erre seule, mais la taille de la bête annonce de sérieux problèmes. Avec son esprit qui s'emballe, notre protagoniste comprend que le temps qu'il faudrait pour chasser la bête géante est entièrement incertain. Pour maximiser ses chances, il doit avant tout porter son attention sur les petits objectifs et assurer sa survie. Dans une brusque accélération, le gamin s'éloigne du péril en quête de cibles faciles. Dès le premier tournant, une bête solitaire croise la voie du protagoniste. Un sourire aux lèvres confiant et son poignard brillant, l'enfant remercie la bête de s'être présentée seule pour être éliminée. Toutefois, à cet instant précis, de lourds pas retentissent dans le couloir, brisant le silence. Surprise, le MC maudit la bête en réalisant qu'elle n'était pas si seule après tout. Comme si cela ne suffisait pas, toute une horde de buts bloque entièrement le passage. En regardant la carte holographique, le gamin comprend de la terrible erreur qu'il a commise en ignorant le radar ennemi. Après un profond soupir, il tente de garder son sang-froid car il ne peut gérer que 2 bêtes à la fois dans un combat à 1. Elle emplit qui aime dire à la personne qui sait qu'il ne veut pas te connaître dans les Hongais, c'est juste que le brut est le même que le brut en ce sens que c'est le rire que le lamin et Nalto dans le Hanamagang Tuanjiong que le Maha maintenant qu'il connaît les Gonji et le même camp. Le dinosaure Suizaen. Mes ventes sont basées sur le coût des morceaux. Le contexte d'Ange Badan c'est parce qu'il est son propre Simpo, c'est tout, c'est l'ancien. Posoxa, le Inyangavage est comme un Simpo Castagang dont les panneaux bleus clignotent aussitôt sur l'écran, activant les capacités passives et sensorielles de tous les garçons. D'un bond parfait, il échappe à la brute et défie la bête avec le feu dans les yeux. Grâce à la connexion de ses sens, le système révèle le don caché de manipuler les blocs des ouvriers. Stupéfait par la notification, le gamin peine à croire au pouvoir absurde qu'il vient d'obtenir. L'écran confirmant la magie, le protagoniste reste figé une seconde. Sur l'hologramme, la fonction de rotation brille de 1000 feux sur les itinéraires rouges. Intrigué, il agit sans attendre. L'enfant appuie aussitôt sur l'icône de rotation. Au milieu d'un grondement brutal, le mur tout entier se met en mouvement, écrasant et renversant impitoyablement les bêtes.
Sans sol sous leurs pieds, les buts ont plongé directement dans l'abîme sombre en contrebas. Dans l'impact colossal, les bêtes restants finissent écrasées par les pierres du temple. Un sourire aux lèvres victorieux, le protagoniste finit enfin par comprendre la mécanique cassée de sa classe. Avec assurance, il déclare que la chasse est désormais devenue une tâche facile. Impitoyablement, le gamin fait tourner la carte frénétiquement, à Washington sans transpirer, le voie étant dégagé, le MC progresse comme un éclair pour achever les survivants piégés. Coupures imprécises, le poignard bleu déchire la chair des bêtes dans l'étroit couloir. Enragé du massacre, le but géant pousse un rugissement effrayant de pure fureur. D'un pas très lourd, la brute charge avec tout ce qu'elle possède vers notre protagoniste. Parfaitement calme, le garçon touche à nouveau le panneau holographique. Une barrière magique surgit sans prévenir et frappe la bête au visage avec une puissance énorme. Tain le Meyamsa, Siliol et le consolider quand tu es fort avec Angmestipan, et mon brave Mohan, ton trait a raison, le Hawaï Lagazan est cher. Levez-vous, alors, fit signe au gamin comme si c'était la bonne chose à faire, quel est le gain pour nous dans notre objectif? L'alacac que nous allons le faire. Et c'est lui qui est le maître des puissances en ligne, des lignes poétiques qui s'apparentent à la Custanglina. Et de la même manière maintenant, le corps du bête se désintègre en particules violettes de magie. En douceur, notre protagoniste atterrit au sol après un combat sans faille. Avec un regard froid, le protagoniste se souvient de la promesse qu'il lui a faite au début du cauchemar, le souvenir de ce piège mortel tendu par le nécromancien surgit nettement intérieurement. Plein de morale, le gamin répète qu'il ne serait jamais sorti après avoir parcouru aussi loin le donjon. Des écrans bleus apparaissent, confirmant la fin du didacticiel, la nouvelle classe et des récompenses exclusives avec la possibilité de rentrer chez vous. De retour dans le monde réel, sous la pluie, ses coéquipiers appellent désespérément le leader des secours. Au milieu de la confusion, l'avant-garde retient un chasseur fou qui veut foncer vers la porte quoi qu'il arrive. Camly, le gars à lunettes explique que le portail a tout simplement disparu et interroge où diable ils sont censés chercher l'enfant maintenant. En mangeant avec désinvolture un bar surréaliste, notre protagoniste surgit sans prévenir et interroge ce qui se passe. Sous un parapluie, le garçon s'interroge sur la raison de tous ces cris en pleine rue. Mâchoire sur le lalayant, les membres de l'équipe lorsque la voiture est revenue pour récupérer le kit, l'Adsay, la cicatrice et le Sen-Yamag étaient ceux qui. Tes yeux sont éveillés, il y a une différence entre être diligent et être diligent s'il y a des fruits dans la bonne direction. Avec mes soldats caressants et courageux dans notre sein, criant et réprimandant et j'ai gratté son odeur dans les yeux de l'Ayazimil. Axide de Magigiga Ibag Unip à Magigaji qu'est-ce que Magigaji? Bonjour dans notre sas, le. Rien dans le pacte puisqu'il est invisible pour les gens normaux, capturer des cibles est facile, mais la durabilité de l'espace nécessite de la prudence. Pour survivre contre des ennemis puissants à l'avenir, l'enfant sait qu'il doit remplir son labyrinthe de bêtes surpuissants. La seule façon de capturer ces bêtes est d'abattre des cibles dans le domaine et d'activer son nouveau titre de roi, dissipant la sphère magique, le gamin conclut qu'il a un besoin urgent de s'entraîner pour devenir beaucoup plus fort. Tout à coup, une voix féminine tire le protagoniste de ses réflexions tactiques. Avec un doux sourire, le beau bâillement, il offre au jeune homme une pomme fraîche. Veuillez que notre protagoniste accepte le cadeau envoyé par la mère de la jeune fille grâce à leur amitié de longue date en tant que voisins. Avec tout un sac de fruits dans les mains, le garçon se sent mal à l'aise et interroge si ce n'est pas un peu trop. Au cours de leur promenade dans la rue, le chasseur entame une conversation sur la routine scolaire de la jeune fille. Avec une expression un peu triste, la jeune fille détourne le regard et hésite à ce sujet. Croquant dans la pomme, le gamin reconnaît que la vie scolaire est toujours la même chose monotone. Avant qu'ils n'aient pu terminer leur conversation, des cris de pure détresse résonnent dans l'avenue animée. Sur le trottoir, une mère pleure de façon hystérique tandis que les policiers tentent de la retenir, les larmes aux yeux, la femme hurle que sa jeune fille est toujours coincée à bord du bâtiment de l'hôtel juste en face d'elle. Avec un œil clinique, Sioyol analyse la fumée et détermine que le souci ici est une évasion de donjon. Au sommet du bâtiment, un portail rouge brille intensément, crachant le chaos après avoir été ignoré par les guildes. Dans une réaction rapide, le protagoniste rend le sac à son voisin et s'excuse d'avoir dû s'enfuir en toute hâte. Avec une posture héroïque, il évoque un appel des secours et se dirige vers l'affrontement. Alors que la rue est en proie au chaos, les policiers tentent de contenir la foule désespérée devant l'hôtel. Au ruban d'avertissement, un garde arrête notre protagoniste et l'informe de la restriction totale. Sans perdre de temps, le gamin montre son badge pour révéler son poste de secouriste. Surpris, le policier s'interroge sur l'absence d'équipe, mais le protagoniste décide d'entrer en première ligne. Inquiet, le gardien touche l'épaule du gamin pour tenter d'arrêter cette folie. Après tout,
le bâtiment est infesté de gobelins rouges et y entrer seul est une opération suicide. Sérieux et concentré, le PDG rétorque que l'urgence exige une rapidité maximale. Avec un clin d'œil à la mère qui pleure, le policier renforce le péril de chercher l'enfant parmi les bêtes. Les chasseurs de la guilde principale étant en retard, le garçon déclare l'urgence de sécuriser la zone, un sourire aux lèvres narquois, il se déclare qu'il est loin d'être une armée composée d'un seul homme. Normalement, la guilde andouale serait chargée de nettoyer ce donjon de l'hôtel. En théorie, la population fait confiance à ces types, mais la réalité prouve leur mépris total pour les portes non rentables. En raison de cette cupidité des entreprises, les donjons de bas niveau se brisent fréquemment, provoquant des tragédies sanglantes. En activant son sixième sens grâce à l'interface bleue, notre jeune animateur scannait tout l'environnement, d'un rapide mouvement, il incite la bête à sortir de sa cachette, dans l'intention de tester une théorie. Du plafond, plusieurs gobelins rouges sautent dans une assaut surprise coordonnée. Camly, le gamin se contente de marmonner le comportement évident et typique de ces bêtes. Avec une commande mentale au système, il crée la sphère magique capable de piéger les ennemis dans les airs. Dans un éclair bleu, la prison dimensionnelle aspire les bêtes directement dans une autre réalité fermée, totalement perdue, l'un des gobelins a le visage, les plantes sur le sol en pierre, ne comprenant pas le tout à coup changement de décor. Impitoyablement, la barrière continue son travail mortel, attirant toutes les bêtes sur la voie du protagoniste. D'un pas ferme dans les couloirs, l'enfant nettoie aisément la zone avec son trou noir miniature. Dans une brève réflexion, il admet que l'ancien PDG Yol aurait tremblé de pure terreur dans un contexte comme celle-ci. Toutefois, avec ses nouveaux pouvoirs, la confiance du gamin atteint des niveaux absurdes. En tant que véritable maître du labyrinthe, le véritable spectacle du carnage vient à peine de commencer. En réalité, le gobelin rouge est classé comme une bête étoile très commun et faible, contrairement aux variantes normales, cette espèce obéit fidèlement aux ordres de son leader au combat. Il y a néanmoins un détail très fatal dans l'intelligence collective de ces bêtes. Un sourire aux lèvres sadiques, la bête se cache dans l'ombre, prouvant qu'elle possède des tactiques de combat cruelles. En pratique, ces bêtes chassent de manière coordonnée et mortelle jusqu'à ce qu'elles se retrouvent face à face avec notre protagoniste. La sphère en main, le protagoniste se moque, montrant nettement l'échec absolu de cette tactique bon marché. Tout à coup, une invocation de but géant écrase le petit bête contre le mur bleu du domaine. Férocement, la bête capturée mâche le gobelin rouge sans une seule goutte de pitié. Au milieu du passage à tabac, les plus petites bêtes sont envoyées voler, frappées par la force écrasante de la brute. Gardant un œil sur le statut du domaine, le garçon constate les objectifs d'une adaptation rapide au milieu carcéral. Très curieux de connaître les retraits automatiques, le gamin déambule dans le hall, le poignard toujours prêt. Avec un regard glacial, il décrète qu'à bord de son territoire, les gobelins eux-mêmes deviennent des proies, grâce à sa vision magique, les cibles apparaissent projetées directement sur la paume de ses mains, comme dans un jeu. Le système holographique signale peu après la présence des otages au 17e étage de l'immeuble de luxe. Dans la suite principale de l'hôtel, une atmosphère lourde et tendue envahit la pièce sombre. Caché dans un coin, Pema a vu pleurer de soulagement à l'arrivée miraculeuse de l'équipe de secours. Tout en douceur, le protagoniste annonce la fin du cauchemar et calme la respiration rapide de la jeune fille. Des pas précipités résonnent dans le couloir dans une fuite en toute sécurité vers la issue de la zone dangereuse, main dans la main, la petite jeune fille pose une question innocente, admirative de monsieur, pour avoir vaincu autant de bêtes par lui-même. Avec un doux sourire, il rassure le petit et lui confirme la pleine réussite de l'opération de sauvetage. Grâce à son radar tactique, l'enfant perçoit la stratégie de la bête consistant à la suivre constamment par l'odeur humaine. Sans le timing parfait du protagoniste, la porte de la combinaison aurait déjà été entièrement brisée. Très brusquement, une alerte rouge retentit en continu sur l'interface du protagoniste, debout devant l'ascenseur, il concentre toute son attention sur le message de péril critique du système. Plein de curiosité, le petit Somi découvre son attitude étrange et interroge si le protagoniste est en train de tomber. Agenouillé à hauteur de la jeune fille, le garçon invente une excuse pour devoir chasser une bête très têtue en haut. Après avoir assuré le patch de sécurité de l'enfant, il progresse dans le couloir sombre avec sa sphère mortelle armée. Dans du domaine magique, le redoutable roi gobelin rouge déchire violemment l'invocation du MC, avec la perte constante de ses soldats cibles, le gamin hésite à lancer son propre patron du labyrinthe dans ce combat. En raison du risque élevé de perdre son atout, la seule issue est de résoudre le souci de ses propres mains. Dans un saut acrobatique, Sio Yol plonge tête première dans le portail bleu vers son territoire privé. Les pieds bien posés sur le sol du labyrinthe, le gamin est émerveillé par la taille colossale de sa propre arène. Au milieu d'un épais brouillard, la poussière et les pierres brisées volent,
dévoilant la pure destruction causée par le leader ennemi. Avec une ironie évidente, l'enfant déclare à la brute d'arrêter aussitôt de casser ses jouets magiques, avec une parfaite maîtrise de l'environnement, les murs verglissent et s'enfoncent sur le champ de bataille. Face à face, notre protagoniste regarde la fureur du roi gobelin rouge sans cligner des yeux. Avec sa main chargée de puissance pure, il appelle ouvertement la bête pour un combat au corps à corps. Extrêmement enragé de cette audace, le roi rugit de pure haine et fonce à une vitesse terrifiante. D'un frappe brutale de sa massue géante, la bête promet d'écraser le crâne du gamin en un seul impact. Dans une esquive élégante, le protagoniste échappe aux frappes fatales de quelques millimètres. Sur le champ, les deux se heurtent dans un déchaînement de flammes et d'éclairs qui secoue le labyrinthe de bout en bout. Malgré le choc colossal, le garçon sent ses muscles se contracter avec une légèreté et une rapidité anormales. En regardant son onglet de statut, le niveau 24 justifie pleinement cette force brute absurde déchaînée au combat. De l'autre côté, la bête essaie d'affirmer sa domination avec une séquence de coups très violents et enflammés. Au départ, l'idée était tout simplement de tester la force du but, mais maintenant l'enfant est certain de remporter une victoire en solo. Des étincelles brûlantes explosent dans l'air à chaque frappe de son poignard contre le métal de la massue magique de la bête. Avec une immense pression physique, le roi gobelin force le protagoniste à reculer de plusieurs mètres lors d'un assaut direct. En raison de l'immense puissance de l'affrontement, l'épais sol de pierre se fissure sous les pieds du guerrier. Sans céder d'un seul centimètre, Siloyol concentre le maximum de magie dans sa lame courte pour la contre-assaut. Avec un craquement qui franchit le mur du son, le poignard électrique déchire définitivement la défense ennemie. Fatigué et à bout de souffle, l'enfant glisse sur le sol glissant du temple magique. Un sourire aux lèvres ironiques, il remercie la force de l'impact d'avoir projeté son corps précisément au bon endroit. Sous le choc, la bête tremble de douleur, incapable même de soulever son arme métallique géante. Camly, le MC l'informe que l'espace était déjà sous son contrôle total dès le début du combat. Pour prouver sa théorie, le gamin ouvre l'interface du labyrinthe bleu en quête de ce mécanisme spécial. Riant de la contexte, le protagoniste avoue avoir dépensé 2 millions pour préparer ce terrain avec soin. En tant que roi supposé de la horde ennemie, Siul exige un spectacle digne du lourd investissement. Voyant la bête figée sur place, il laisse échapper une raillerie acerbe, demandant si le roi a peur. Consumé par une fureur absolue, le leader gobelin explose en flammes et se précipite pour une dernière assaut désespérée. Avec un rugissement animal, la bête détruit le sol pour tenter d'atteindre sa cible le plus vite possible. Concentrée sur la disparition de l'humain, la bête rouge parcourt toute la salle, promettant la fin de la file. Sans bouger un muscle, le garçon sourit à l'écran holographique. D'abord en un clin d'œil on a acheté 1 500 000 $ en sachant rendre la vie plus belle et plus belle. Je fais partie des Ukawa du parti jusqu'à ce que ce soit le Ukawa ou que ce soit le père du Sakiko dans le Sampa et le Ukawa. Azan Shoni et Mag Magnotin, le Ukapa des Sabs pourront blesser le Makotipage. De la chasse, les actions de la mecha, sont des actions simples qui sont cachées, celles qui sont cachées seront tordues. Le MC fera un petit signe de la main pendant que le système confirme l'activation des pièges. Lancé comme un missile directement sur le plafond de pierre, la bête n'a même pas le temps de crier. Quelques secondes plus tard, plusieurs craquements humides et aigus résonnent dans l'arène, scellant le sort du boss. Dans un silence absolu, le gamin regarde la pluie de sang épais peindre les murs et le sol. Ravi, il admet que l'installation de pièges pour 20 pièces d'or vaut chaque centime. En découvrant la notification de niveau supérieur, l'enfant sourit des résultats parfaits et de la capture de la nouvelle horde pour son domaine. Plus tard, pourquoi dans le monde réel, le protagoniste sort du portail avec un badge propre et la posture d'une personne qui n'a rien fait de spécial. Juste à la issue, le leader de l'équipe de secours heurte le gamin, qui manque de faire une crise cardiaque à cause du choc. Très confus, le collègue interroge comment notre jeune MC est resté seul là-dedans tout ce temps après le début du chaos. En apprenant que les gobelins ont disparu de la carte, le leader secoue l'enfant et lui interroge s'il en est responsable. Poursuivant son acte, le gamin fait l'idiot, disant qu'il a reçu un frappe à la tête et qu'il s'est évanoui. Tout à coup, une voix polie parcourt la confusion, attirant l'attention des deux agents fédéraux. Sans perdre son sang-froid, un homme nommé Kouan se présente comme le représentant de l'immense guilde de la laine à la main. Pleine d'arrière-pensée, la poursuite interroge un petit mot avec l'équipe de secours. Avec un faux sourire, la bureaucratie les remercie pour la coopération inutile de l'équipe de secours pendant l'évasion du donjon. Sans tourner autour du pot, le gars tire le leader d'escouade par le bras pour l'éloigner des curieux. Puis il lâche la bombe, demandant un silence complet sur l'incident étrange avec les gobelins rouges. Son verre scintille, le dirigeant jure de dédommager l'hôtel pour les millions de dommages. Par de subtiles pressions,
il offre de généreux parrainages au ministère fédéral en échange d'un rapport impeccable. En observant la scène de loin, Suyo comprend que c'est ainsi que les puissants dissimulent leurs propres échecs amateurs. Contrairement au département public rempli de rendés, les guildes comptent des combattants absurdes de rang S. En raison de cette fausse force brute, la population confie aveuglément sa vie aux mains de mercenaires. Conscient de cette injustice, le gamin serre furieusement les poings face à l'impunité des guildes d'élite. Dans la négociation, son coéquipier cède à l'argent sale, acceptant sans sourciller les termes du bâillon. Sachant que le scandale disparaîtrait de toute façon des médias, le MC décide de profiter de sa corruption, un sourire aux lèvres sombres, le gamin intervient au milieu de la conversation, ce qui implique que partir les mains vides n'est pas une option. Attrapant le riche par le col de son costume, le gamin lui fait comprendre qu'il devra réparer les erreurs de la guilde encore et encore à l'avenir. Pâle comme un fantôme, le costume a des sueurs froides en entendant l'extorsion directe et éhontée. Sans la moindre crainte, notre jeune MC chuchote à l'oreille du bureaucrate, exigeant la somme ridicule de 10 milliards. Stupéfait par la bombe financière, le procès manque de tomber à la renverse, entièrement abasourdi. Par une journée de congé ensoleillée, le MC profite de la tranquillité d'un parc animé, en sirotant son café glacé, le protagoniste profite du soleil et de l'atmosphère de pure paix après le chaos du donjon. Après 2 jours de repos bien mérités, il respire profondément, heureux du calme. De mémoire récente, il célèbre l'argent qu'il a extorqué à la guilde corrompue et le fait qu'il a géré le désordre seul. Toutefois, l'ambiance au sein de l'équipe a changé et ses collègues ont s'est mis à se méfier du gamin discret. Inquiet de la fuite de son réveil secret, il évite autant que possible d'attirer toute attention indésirable. Concentré sur la progression, le garçon ouvre le panneau bleu pour vérifier l'entretien obligatoire de son labyrinthe personnel. Le gros souci est que réparer les fissures et répondre aux bêtes coûte de l'or au système de chasseur lui-même. En regardant la conversion monétaire, il est choqué de voir le coût des réparations atteindre la barre absurde de 5 millions. Comme il n'a collecté que très peu d'or jusqu'à présent, le gamin déglutit difficilement, réalisant qu'il ne pourra pas payer la facture sans plus de sueur. Résigné à la réalité, il ferme le panneau magique, prêt à poursuivre son voyage. Apparu de façon inattendue, son téléphone sonne, brisant l'ambiance paisible et irritant notre chasseur de devoirs. Les yeux plissés, il répond par pure méchanceté, ordonnant à la personne de parler vite et de ne pas perdre son temps. Au bout du fil, une voix féminine taquine le gamin, se moquant de sa journée de congé avec un ton hyper cynique. Sans prévenir, la femme du service de surveillance exige que l'enfant retrouve aussitôt une personne. Coché, l'agent Lijou Mei reste en suspens alors que notre protagoniste lui raccroche le téléphone en plein visage. Ne croyant pas à l'audace, l'espion envoie un SMS, injuriant le gamin pour son extrême manque de manières. Dans cette banque à Complara, terminaison en Ibada Bisaya moi que j'aurais donné si possible à Apalaga. Mettant en vedette je ne veux pas pouvoir le faire, si vous n'avez pas de jade, vous deviendrez accro à cause de la capacité d'achat du bête, et vous êtes l'appareil qui est espionné, vous ne voulez pas qu'il y ait un souci avec le fait qu'il vous appartient et que vous allez ouvrir des messages textes. Ce qui m'intéresse, c'est le sourire, gamin, c'est moi qui l'ai aidé, est-ce que le tmabuquin est allé acheter? Nostiguez-moi Alpea. Se saouler. Tout comme être attiré par le chewing-gum qu'on veut connaître, le MC qu'on veut encore aimer, la table devenue rouge, la bonne et l'autre qui sait. En Kimaki, pas dans le parc, c'est juste le terrain, c'est mon cerva qui tape quand j'emploie un kiziog, et le madig dans le magig, tilikit la talan nalan pag. J'adore ces tigagonjing que tu as, et voilà, ceux qui semblent être ceux qui ouvrent la voie. Ekag à Gigil Payag sont ceux qui ont du mal à manger et ceux. Écrivez un poème qui se souvient, aura en personne. Normalement, seule une marche super puissante et dégage une telle aura rouge foncé. Outre cette démonstration brutale de pouvoir, le gamin doute que le vieil homme en tenue de soirée soit réellement la légende vivante. D'après sa photo sur internet, l'image du protagoniste de rang S était très différente de ce vieil homme jouant aux échecs dans le parc. Furtivement, le gamin s'approche et murmure à l'oreille du vieil homme le conseil parfait pour l'aider à gagner le match. Il suggère vite de déplacer d'abord le morceau de char pour briser la défense de l'homme aux cheveux gris. Et équipe en prasiguant autant de saxas en sang, l'équipe dans les groupes au tableau. Tel un super ordinateur humain, son esprit calcule l'inévitable victoire en une fraction de seconde. Et dans le frappe final, le char fait échec et mat et l'homme aux cheveux gris se lève, stupéfait par la défaite rapide. Kamli, le vieil homme victorieux, le remercie pour son aide mais prévient qu'il n'ignore pas les gens qui se cachent avec de mauvaises intentions, un sourire aux lèvres narquois, Seoyul comprend que ses doutes ont disparu et confirme l'identité du maître d'armes. En tant que l'un des 5 plus grands chasseurs de Corée du Sud, sa présence dans la rue est un événement rare.
Il est célèbre pour avoir littéralement transformé n'importe quel objet dans sa main en une arme mortelle et destructrice. Même en présence de cette légende vivante, le MC affirme qu'il ne peut ignorer un frappe inutile et faible dans une partie d'échecs. Brisant l'atmosphère tendue, l'agent Junet arrive, criant à distance pour appeler son maître. À bout de souffle, la femme en costume rattrape enfin le couple dans le parc. Confus, le vieil homme interroge si le gamin fait partie du service de surveillance avec son élève. Un sourire aux lèvres malicieux, l'enfant montre l'appel terminé de l'espion et déclare qu'il n'est qu'un pisteur de l'équipe de secours. Impressionné par son audace, l'ancien saisit le protagoniste par le col de sa chemise pour le regarder dans les yeux. Kurt Lee, le combattant loue le talent du gamin mais prévient que sa grande gueule lui causera des ennuis à l'avenir. Derrière eux, l'agent de surveillance baisse la tête, honteux d'avoir été réprimandé pour avoir mis si longtemps. Sans perdre de temps, le vieux maître déclare à la jeune fille de préparer ses affaires pour pouvoir retourner au dojo de l'élève. Avec un regard mortel, murmure la femme blonde, se demandant comment le protagoniste a trouvé la cible plus vite que les meilleurs espions de son équipe. Plein d'audace, notre gamin répond qu'il est tout simplement bon dans son travail. Tournant le dos, le gamin annonce que l'accouchement est terminé et essaie de s'éloigner furtivement de la conférence du vieil homme, d'une voix ferme qui lui fait froid dans le dos, le maître d'armes ordonne au gamin de le suivre aussitôt. C'est possible, Laurent S. jure de tester la véritable étendue du talent de cet idiot intelligent. En théorie, le monde des chasseurs fonctionne à la limite absolue de sa capacité maximale. Cela signifie que même en travaillant à fond, un chasseur de rang C ne pourra jamais franchir cette barrière invisible imposée par le système. Or, les arts martiaux existent justement pour briser cette stupide et inutile règle du nombre. Ainsi, maîtriser les armes par le combat permet de dépasser ses propres limites énergétiques et de détruire des barrières auparavant invincibles. Avec des coups parfaits qui fendent l'air, le maître démontre le véritable summum de la maîtrise de l'épée dans l'arène. Impressionnés par le mouvement absurde, les enfants tremblent légèrement, absorbant le choc de voir la légende en action. Au fond, le MC voulait juste retourner dans son laboratoire pour vérifier ses objectifs au endroit de subir l'entraînement ennuyeux dans le dojo bondé. Enragé de l'expression ennuyée du gamin, un étudiant costaud de la surveillance lui hurle au visage, exigeant le respect du maître. D'après le regard dégoûté sur le visage de la blonde, il est évident que l'étudiant ennuyeux est l'une des étoiles prometteuses classées B, de son département. Après avoir loué le potentiel brut du nouveau venu costaud, l'ancien rang S exige toute l'attention du couple pour la prochaine leçon. Tenant la poignée de son épée usée, il pose la question en or sur le principal secret de la parfaite maîtrise d'une arme. L'atmosphère dans le dojo devient lourde alors que tout le monde patiente la réponse effrayante au défi. Hâtif et impatient, l'étudiant costaud laisse échapper que le secret est la force brute combinée à la pure maîtrise de ses propres compétences. Dans un silence de mort, le vieux dévisage la brute d'un regard aigu, sans dire si la réponse était bonne ou non. Tournant lentement la tête, le maître est dédié à le gamin arrogant et lui lance la même question lourde. Sans transpirer, c'est. Oh, Yol déclare sans détour que la seule exigence est la volonté inébranlable de manier l'arme pour tuer. Sur le champ, le public étudiant débute à chuchoter et à critiquer la réponse philosophique bon marché de notre protagoniste. De manière stimulante, la légende interroge si le gamin est prêt à parier sur cette réponse à moitié cuite. Avec ses yeux, il brille de confiance, l'enfant soutient son regard et déclare qu'il en est absolument certain. Analysant l'attitude arrogante et impudique du jeune homme, le combattant vétéran pousse un profond soupir. Et puis, à la surprise générale, l'ancien pointe un doigt vers le visage de Sio Yold, confirmant qu'il a trouvé la bonne réponse. Un peu maladroit en raison de la contexte inhabituel, le protagoniste laisse échapper un remerciement sec en fronçant les sourcils. Tremblant de pure fureur et d'humiliation, la brute serre les dents jusqu'à ce que ses gencives saignent. Incapable d'avaler la défaite théorique, le grand s'affole et hurle au maître que ma classe est injuste. Du voile du sumangletot du dédain, le protagoniste s'est levé. S'il n'a pas prétendu se laisser influencer, c'est le O1 de la couvée que le proc n'est pas le réo. Le moment venu, le maître ne sait que ce qui est cher, ce qui n'est pas dans la classe, c'est la classe ici et ceux qui savent seront ceux qui seront dans la classe. Amal veut ce qu'on ne veut pas de notre Tarignan. Ceux qui ont rompu avec amour, et ceux d'entre nous qui traversent des moments difficiles aiment la déception, annonçant qu'il promouvra le grand gars sans test après tout. Ensuite, il lance l'appât fatal, affirmant que la réussite du test garantit le titre tant convoité de son fonctionnaire, disable. Stupéfait par le poids de ces mots, l'esprit du gamin s'arrête de fonctionner alors qu'il comprend l'opportunité en or, une fois dans sa vie. Devenir l'élève direct d'une légende vivante de rang et s'élève le statut de quiconque dans le monde entier de la chasse. Souriant devant l'avidité évidente dans les yeux des enfants, la vieille légende retire son épée du sol avec détermination. Sans hésiter, notre jeune MC redresse les épaules, prêt à démolir la brute dans une bagarre. Faisant craquer ses jointures avec fureur,
le gamin confirme son entrée dans le passage à tabac brutal. Un sourire aux lèvres méchant de une personne qui a trouvé de l'or, il déclare sans vergogne que la récompense vaut l'épuisement. En désignant l'arrière du gigantesque dojo, le maître révèle le cadre simple de l'épreuve du feu. La règle est claire, celui qui brise en premier la pierre d'éther géante au centre remporte la victoire et la place d'apprenti, complètement humilié par le défi de casser un rocher. Cela prendra beaucoup de temps pour ceux qui savent ce qui est arrivé au cristal d'éther, au MC et à la gravité de la contexte en cours. La seule chose qui s'est produite, c'est que l'aide de ceux qui ont une bonne puissance leur sera apportée. En Gangang et en Kiran, manger ce qui s'est passé est la tactique de ceux qui mangent maintenant ce qui s'est passé maintenant est la nôtre, se battre en duel. En marge, la foule surveillait UC. Oh, Yol, prédisant déjà une victoire facile pour le grand expérimenté, ferme dans sa emplacement, notre protagoniste attrape un bâton d'entraînement en bois et jure d'obtenir cette place quoi qu'il arrive, par la force. D'un pas lent, le vétéran de rang S annonce que le test débute par le transfert de sa magie dans le corps du concurrent. Curtin direct, il prévient que ne pas absorber la pression directement sur le tapis signifie une élimination instantanée. En un clin d'œil, l'expression douce du vieil homme se transforme en pur instinct d'un tueur légendaire. Sur le champ, un énorme pilier de flammes d'aura rouge explose du corps du vieil homme, brûlant tout l'oxygène de la pièce, coincé au sol par la densité du pouvoir magique, la brute pleure, incapable de respirer une mare de sueur. Sentant ses os écrasés par la pression, le protagoniste résiste, sa vision se brouillant à cause de la puissance meurtrière. Exactement dans l'angle mort de son évanouissement mental, un souvenir ancien et magique s'éveille sous ses yeux. Flottant au-dessus d'un lac serein, une lance de lumière bleue brille. Et il n'y en a pas qu'un, le maître est celui qui ira à l'école à 100% et maintenant de notre Malagaga, ceux qui sont paresseux, ceux qui sont. Peut faire quoi, si. À emporter, ceux qui sont liés à nous. Magicicole s'occupait du marché, Saatukul Congalon, se moque, demandant qui a le courage de commencer. Ne prêtant aucune attention à l'enfant, la brute progresse pleine de fanfaronnades, promettant de briser le cristal aussitôt. Avec un rugissement agressif, il concentre toute sa fureur et ses muscles dans son bras droit. Après la frappe, l'étudiant passionné regarde les éclats de pierre d'Ider sur le sol de l'arène, ignorant la douleur, le grand type accuse notre protagoniste de s'être introduit dans le endroit de surveillance par des pots de vin. Rempli de haine, il essaie d'intimider le gamin, disant qu'il prouvera qui est le plus fort maintenant. Sur le champ, le rival lève à nouveau son arme et porte un autre frappe massif aux pierres tombées. Choqué par l'impact, la foule applaudit, se demandant comment un simple agent bureaucratique a pu détruire la barrière si aisément. En se caressant le menton, le maître se contente de marmonner que la brute maîtrise très bien l'essence de la technique. Attirant l'attention de tout le monde, c'est. Oh, Yol fait un pas en avant avec une expression figée de pur sérieux. Regardant son rival, il lui interroge si le grand n'a pas honte de voler la place à une personne qui était déjà apprentie, coupant son humeur lourde, le gamin affiche un sourire narquois et appelle le vieux combattant senior. Sur le champ, l'ancien lève la main et autorise le tour du protagoniste dans l'épreuve destructrice. À pas ferme vers le centre du tapis, le protagoniste est dédié à le véritable défi de cette démonstration. Sachant que le test ne concerne pas uniquement les muscles, le gamin réfléchit au véritable poids de l'épreuve. Au endroit de recourir à la force brute, le maître souhaite tester l'intention meurtrière de celui qui manie l'arme, concentrant toute sa main et son puissance, il se murmure la raison pour laquelle il emploie ce bâton en bois. En un instant, c'est. Oh, l'esprit de Yol retourne à la porte bleue du passé avec une clarté absurde. À travers sa mémoire, il revit la scène du chasseur expérimenté utilisant sa propre vie pour sauver des civils du péril. C'est là que le rêve de devenir le protagoniste ultime s'est forgé dans l'âme de notre protagoniste. Et le besoin de partager l'espérance de vivre allume le feu dans ses yeux, les deux pieds plantés au sol, le chasseur-sauveteur explose en flammes, dévoilant son objectif final. Dans une absurde explosion de pouvoir, il déclare en criant sa promesse de devenir bien plus fort. Dans un éclair de lumière rouge, le corps du gamin parcourt l'air, délivrant la lance magique mortelle et transperçante. Le boom de l'impact crée une onde de choc qui renverse plusieurs élèves du dojo. Abasourdi par la pure violence de l'assaut, les yeux de Maître Khan s'écarquillent pour la première fois de la journée. Crachant du sang, le costaud rival ne comprend pas d'où le simple fonctionnaire a obtenu autant de pouvoir, reprenant son souffle, c'est. Oh, Yol présente des excuses sarcastiques pour les dégâts causés au paysage. Avec l'arme détruite en main, il fait une blague et interroge si le seigneur s'en soucie que le nouveau venu vole la place. Satisfait, le vieux maître déclare que les armes magiques ne sont que de simples outils comparés au véritable pouvoir d'un guerrier. Pointant du doigt le gamin,
l'ancien déclare officiellement sa victoire et proclame l'enfant comme son seul et unique disciple. En baissant la tête en signe de respect absolu, le nouvel élève exprime sa gratitude pour cet honneur, sans jamais perdre son sourire. Complètement sidéré, le public ne déclare pas un mot face au résultat accablant du test. Plus tard, dans une rue sombre et mal éclairée, le bruit des coups de Z résonne dans une ruelle sale. 3 enfants riches attaquent impitoyablement Yaonhe, jetant son visage en premier sur le sol dégoûtant. Un sourire aux lèvres pourries, le leader des préparatifs a posé la jeune fille blessée sur l'asphalte, tirant les cheveux de la jeune femme, le délinquant questionne son entêtement à aider un ami perdant. En arrière-plan, son ami est battu par un autre enfant riche et hurle à la jeune fille de courir et de se sauver. Couvert de sang, l'ami tombe à terre, tremblant sous les coups impitoyables du gamin de riche. Avec une moquerie flagrante, le responsable de la préparation se moque de l'impuissance du gamin et de la solitude du couple. Selon le délinquant, le seul véritable allié du duo a décidé de sauter du toit de l'école et s'est retrouvé à l'hôpital. Serrant les dents de pure fureur, là, il relève la tête, fixant son agresseur avec des yeux injectés de sang. Irrité par le courage de la jeune fille, le gamin riche la menace et lui déclare qu'il déteste les regards provocateurs. Dans un acte de pure lâcheté, il assène une violente gifle en plein visage de la jeune fille blessée. Des pas lourds interrompent le crime alors qu'une ombre imposante surgit dans la ruelle sombre. Reconnaissant le nouveau venu, le leader du équipe rit et salue le chasseur d'urgence Biran comme son sauveur. Plein d'arrogance, The Rich Kid annonce leur départ, mais déclare à son crétin de ne pas quitter des yeux la jeune fille blessée. Avec la peur dans les yeux, Jania élève la voix et interroge où va cette bande de lâches. Souriant comme un psychopathe, The Rich Kid déclare avoir intentionnellement choisi un endroit entièrement vide et sombre. Aussitôt un portail violet déchire la réalité au sommet d'un immeuble isolé, loin des regards indiscrets. Là, le donjon illégal promet d'être le terrain de jeu idéal pour torturer la victime. Dans un autre quartier de la ville, l'agent blond grogne d'envie, s'interrogeant sur le bonheur du nouvel élève de rang S. En regardant les options, le protagoniste tient une étrange lance à la main, tandis que l'agent de surveillance critique la simplicité de son choix. Les yeux rivés sur l'interface, le MC comprend que la lance de l'évolution se façonne au gré de la volonté de l'utilisateur. Sa décision prise, il range l'arme et se plaint de la bureaucratie du ministère en dehors des heures de bureau. Tout à coup, un cri à l'entrée du bâtiment arrête les 2 chasseurs dans leur élan. Les larmes aux yeux, une femme plus âgée essaie de forcer le passage par les portes automatiques, implorant de voir ses oh, yol. Très angoissée, la dame explique qu'elle n'a pas pu le joindre au téléphone et a décidé de s'introduire par effraction, en détresse de cause. Surpris, le gamin comprend que la femme en sueur et tremblante est en réalité la voisine qui lui apporte toujours des fruits. Sasaka, c'est mon seul, Ansaka n'est pas lui-même dans le chat, c'est celui de Shak, Akapkoa Ng Calais, en fureur peut-être du Ali de notre Severtadu. Souci, la romance romantique de Indy, dont le fils est un Kipilu, Mamera avec un Nangé, photo d'une personne timide qui a la teinture et la teinture Rigawins un Nila. Une onde du Laï dans la fosse de la fosse est une fosse dans le Tigala de notre agriculteur. Et on ne veut pas reconstruire le lit comme un sacrifice au creux, il exige le nom de celui qui a osé toucher la jeune fille. À l'intérieur de la forêt dense et sombre du portail violet, l'équipe de gamins riches traîne la jeune femme à travers les bois. Conscient des dangers des donjons, le leader de prépa remercie l'escorte rémunérée de l'abeille, rang chasseur mercenaire. Désespérée, la jeune fille essaie de trouver une issue avant que le pire n'arrive. Loin de la société, plein de sadisme, l'un des agresseurs lui chuchote à l'oreille que le chasseur mercenaire va la tabasser comme il bat les bêtes. Plongée dans la terreur, la jeune fille sait que sa fin est certaine si le donjon ne l'atteint pas en premier. Désespérée, elle se libère de leur emprise et court frénétiquement à travers les bois sans direction. Un sourire aux lèvres purement sadiques, le gamin riche interroge au mercenaire de capturer la jeune fille vivante. Dans l'adrénaline de l'évasion, la jeune femme comprend leur projet malsain de l'utiliser comme appât pour bête. Dans sa course aveugle, le pied de la jeune fille trébuche violemment sur la racine exposée d'un arbre géant. Aussitôt la jeune fille fait face aux plantes dans les sous-bois, poussant un cri aigu de douleur. Avec des pas lents et une aura meurtrière à fond, le mercenaire se moque de l'appel à l'aide de la victime. Depuis l'ombre du feuillage, quelque chose d'énorme et de pointu parcourt le ténèbre, visant directement le cou du chasseur engagé. Agissant par pur réflexe de rambé, le mercenaire recule juste à temps tout en dégainant ses couteaux étincelants. Dans un monstrueux flash vert, un soupir, la griffe de la forme s'écrase sur le sol, envoyant les attaquants voler. L'impact répand le sang et le lâche partenaire du leader reçoit une vilaine coupure en pleine poitrine. Enragé, le gamin riche ordonne au mercenaire de dépecer la bête et de sauver au plus vite son ami tombé au combat. Le regard froid, le combattant engagé ignore l'ordre de sauvetage et est dédié à sa propre survie. À travers la brume,
le pire fléau de la jungle se révèle, le faucon d'Ar et sa horde volante. Au loin, vêtu de l'équipement tactique de l'équipe de secours, Suyo affiche un sourire satisfait alors que la bête ailée tombe au sol. Plus loin, un coéquipier d'avant-garde empale un autre insecte avec sa lance militaire, tout en sortant une cigarette du paquet, l'agent se plaint de l'ennui qu'il y a à répondre à une alerte de personnes disparues dans les bois. En tant que vétéran du département, Kang Joo-min interroge tout simplement au débutant chasseur solo de Kaki d'être prudent. Complètement indifférent au discours du plus expérimenté, notre protagoniste l'interrompt au milieu de la phrase. Actuellement, le gamin déclare que la zone jaune n'est pas un endroit où une écolière peut jouer à cache-cache. Selon la classification du système, cette zone précise une zone fermée et très instable après un bris de porte. Bien que les bêtes locaux soient théoriquement faibles, ils chassent des hordes désorganisées et mortelles. Fort heureusement pour ces Yol, les fourmis géantes sont plus faciles à écraser que les vieux gobelins rouges. Malgré cela, le gamin admet que survivre dans cette jungle sans pouvoir magique est un miracle impossible pour l'otage. Dans une course explosive, le chasseur déchire la brume, activant le don sombre dans la paume de sa main. Juste au point de contact, la sphère dimensionnelle tire sur la gravité, avalant le vide qui l'entoure. Enragés de l'invasion, les insectes géants plongent en essaim pour trancher le protagoniste avec leur faux. En toute hâte, l'enfant invoque une des lances de lumière, se plaignant du retard causé par les insectes. N'ayant plus aucune patience, il invoque la sphère laborante, appelant des renforts magiques au milieu des bois. Dans le silence de mort du marais, des dizaines de cibles surgissent de l'ombre, brisant le cou des bêtes volantes. Mis en pièces, les insectes géants tombent morts de l'embuscade tactique de la horde de morts vivants. Surpris par le sale frappe, le vétéran de The Vanguard commente les rookies, le nombre d'amis. Sans perdre son élan, un bond de géant pour un attentat suicide, c'est soupirer le découpage dans les airs. Conscient du péril qui se cache derrière lui, son coéquipier esquive la lame verte à la toute dernière milliseconde. Dans une explosion de lumière bleue, Siliol lui-même achève la bête pour défendre son partenaire le plus lent. À bout de souffle, l'officier admet que les choses commençaient à devenir réellement dangereuses dans cette zone fermée. Selon le panneau du système, le nombre d'objectifs diminue vite sous l'assaut furieuse de la colonie d'insectes. Avec la tactique à portée de main, le MC sait qu'attirer les insectes dans le labyrinthe détruirait les murs par manque de place. D'un autre côté, traiter ce nombre infini de bêtes à la main et à la lance comme un pur suicide. Acceptant la réalité, le gamin ferme les yeux et marmonne l'extrême nécessité de ce moment. Après tout, ce plan absurde a été réservé précisément pour la pire contexte possible. D'un air de pur maniaque, il interroge au vétéran s'il sait nager alors que la magie explose dans ses mains. Aussitôt, un vortex géant aspire l'air, brisant les arbres et tordant l'espace-temps de la forêt. D'un frappe de pied tournant dans le vide, il déclenche la magie du trou noir et avertit de l'impact imminent. Sur l'écran labyrinthe, l'ordre, libération totale, résonne dans l'âme du chasseur, activant la catastrophe ultime. De l'intérieur du trou noir, un torrent d'eau massif et violent jaillit, déchirant la réalité. Pris par surprise, les bus se noyèrent en premier, suivis par les fourmis mutantes volantes. Ne comprenant pas la magie soudaine, les insectes géants coulent, luttant contre la pression écrasante du déluge, emportant tout sur son passage. Le déluge entraîne rochers, arbres et corps mutilés dans ses courants. Peu après, la forêt entière se transforme en une rivière déchaînée, peintant vert foncé et rouge sang. Flottant et périssant, la pire espèce du donjon disparaît sous les vagues géantes créées par le protagoniste. Couvert de boue et d'eau ruisselante, l'officier pleure et discute du coût de la restauration de tout cet environnement détruit. Résigné aux réprimandes du système, l'enfant tire le verrou magique, récupérant l'eau dans son domaine. Heureux du silence retrouvé, il ignore son partenaire mouillé et dédié à le véritable objectif. Des pas précipités traversèrent les sous-bois sombres dans une autre partie du donjon inondé. Effrayé, le crétin pleure, s'interrogeant sur les limites de la poursuite de ces bêtes. Enragé de cette lâche évasion, le gamin riche maudit l'inutilité de l'abeille, mercenaire de rang dans la protection du équipe. À bout de nerfs, le gamin riche crache sa haine d'avoir dû payer un prix élevé pour ensuite fuir sa disparition. Avant que le mercenaire ne puisse répondre, une lame vole dans les airs, transperçant la poitrine du crétin en pleurs. Crachant du sang, l'inutile tombe sur le sol dur, ne comprenant pas d'où vient le frappe fatal. Pris de panique par cette perte soudaine, le jeune leader riche se fiche sous le choc, vomissant pratiquement de terreur. Des arbres, l'arène descend, dévoilant la lueur meurtrière de ses 3 yeux rouges. Paniquite, le gamin riche attrape la jeune fille et hurle à l'abri derrière le chasseur mercenaire. Dans une course folle, l'équipe de lâches se précipite tête première dans une barrière morte et rocheuse. Sans aucune option face à la bête géante, le préparateur traîne la jeune fille par les cheveux dans un accès de fureur. Dans une charge brutale,
la fourmi mutante tire un laser destructeur, faisant fondre les roches autour du équipe. Sous le choc de l'impact, la jeune fille et le leader sont projetés loin, roulant dans la poussière magique. Tenant fermement l'arme chaude, le protagoniste ignore le salaud en se demandant si ce sont eux qui ont entraîné son ami dans cet enfer. De la posture agressive du chasseur au clair de lune, la réponse évidente n'a pas besoin d'être présentée. Les yeux pleins de larmes, l'otage hurle à l'aide, reconnaissant par la même occasion son partenaire. Dans l'étreinte soulagée de la jeune femme, Sioyo confirme pour la première fois le rare spectacle de la dure à cuire en train de pleurer, reprenant sa posture de faux dur, le gamin gâté hurle pour attirer l'attention de notre gamin. Sans vergogne, il promet de payer une forte somme si l'agent l'escorte jusqu'à la issue du portail. Dégoûté par le mec, Yan H-Song est à toi pour l'amour des Kongans de leur bellydong du Kipimusali Wanan. Kamli, le MC est moche, le congument au lait est méchant, tu ne peux que le faire ressembler à moi. Au début, il va éternuer quand il sera prêt à être fier de toi pour enlever ce qui est beau. La chose qui est prête à être remplacée, c'est-à-dire que le soutien de l'ami de votre ami sera celui qui sera dans votre esprit. Dans le Hukumabe, Seiyo Ulule donne l'attention du Yabo, puis le travail de la mucaline est précipité. Déroutant doucement, il se déclare qu'il doit cacher la scène à son ami. Tout à coup, l'enfant gâté gonfle son torse et sort la fameuse carte du garçon à papa. Se plaignant du mauvais service public, il se présente comme le fils d'un juge de la Cour suprême exigeant un traitement VIP. Aussitôt, le casier judiciaire du jeune riche surgit dans l'esprit du protagoniste comme une alerte rouge, totalement impuni, le gamin riche commet brimade, vol, agression et dissimule le tout avec l'argent infini de son vieux. Coupant court à l'arrogance, un frappe de poing net explose au visage du préparateur. Ce B, et si c'est l'après-midi pour voler les vraies mâchoires, le Sikaunano plus Sikaunano. Les mâchoires sont fixées sur la façon dont il fait ce qu'il peut faire et sur la façon dont il fait ce qu'il fait, y a latéraux le Koao et mon Sikaunano. De bagange doji l'Iruban dans mon Ankawana pour pouvoir cacher les pas les Pang Sikaunano dans l'Iruban et. Une des raisons est de se connecter, dans une esquive précise, notre gamin bondit sur le côté, laissant le tueur à gages fendre le vide. D'un regard glacial sous sa capuche, le MC reconnaît le chasseur expérimenté de la surveillance. Véritable professionnel, l'albinos de Rambe dégaine ses couteaux jumeaux, prêt à régler le souci de son patron. Brûlant de douleur, l'enfant gâté au sol hurle, ordonnant à sa sécurité de tuer ce salopard de fonctionnaire. Sans avertissement, le mercenaire albinos se jette avec une séquence insensée de doubles coupures mortelles. Des étincelles volent avec chacun des blocs brutaux du MC, le manche de la lance résistant à la pression des rambés. Malgré la différence de niveau technique, l'agilité absurde du protagoniste irrite l'albinos qui rate chaque lancement. Ironiquement, les mercenaires profanes n'ont pas pu lui donner de leçon, car l'ordre du patron était d'exterminer les litiles. Sarcastiquement, notre gamin lui rappelle qu'ils ont essayé de l'éliminer en premier, donc les représailles sont justes. Dans une contre-assaut rapide et fulgurante, la lance parcourt l'air, obligeant le mercenaire à battre en retraite et à se défendre avec ses lames. Quel genre de passion as-tu? Comme Albino, les lots sont Jackie Indé. Chez les marchands de sieste, les meuries bien sûr sont ceux qui font ressembler la peau de notre peau comme les motifs de la peau peuvent réellement faire mal au achat ou ceux qui posent souci le matin maquis. Albinos, je resterai seul, le jeu ne prendra fin. Et ce qui ne l'est pas, ce n'est pas le genre de loyauté dont jouissent les habitants d'Ilansa. Ça en réellement, celui pincé par le vagabond, pas celui pégué de l'anigo. Angamé a demandé ceci, celui qui a serré le Susanoo a été celui qui ne l'a pas fait. Bien que les amas que vous avez à Kigmal soient difficiles, les Praduno à Baangir à Anganga à Umanga à Atan ne le sont pas, attention à ceux qui ne le font pas, le Kiragéidé au début de la migration initiée. Ceux qui ne le font pas. Du match une médaille pas de pas dans le Diyuanite de la Tanglaban qui sera renforcé dans la Tang autant Tangulo que. A déclaré que le Sloté of Flying ANTS avait amélioré ses statistiques bien au-delà de la limite d'un chasseur de rambé. Un sourire aux lèvres confiant, le garçon conclut que la formation pratique et le labyrinthe ont porté leurs fruits comme prévu. Dans une crise, l'enfant gâté arrache une pierre du sol et menace de la lancer à la tête du protagoniste, invoquant le protagoniste, la poubelle humaine menace de faire appel à la fureur de la loi pour arrêter l'insolent chasseur. Avant qu'il ait pu finir sa phrase, le manche métallique de la lance écrase la bouche du lâche d'un coup sec. En crachant des dents, le gamin riche roule dans l'agonie, pas le stimulant collant efficace. École Zangang un coquilagan, MC Mulet a fait un koala, je suis tellement heureux de pouvoir être le banguet de ceux qui disent ça. Ça y est, le banguenguier de ce que vous pouvez apprendre, c'est ça, le janguet si ce n'est pas comme ça, c'est selon une de ces choses, Takawar depuis le début, pour l'instant, c'est selon notre camp, la patience et le insama d'Ilanger ou ce que tu sais déjà. Pas comme ça, et pour nous non,
l'astuce que vous connaissez est désormais de torturer personnellement quelqu'un d'aussi insignifiant. Alors, il prend dans ses bras le corps de son collègue meurtri et l'avertit des conséquences. D'une voix calme et terrifiante, le gamin promet de laisser une voie dégagée aux bêtes affamées du donjon pour qu'elles fassent le sale boulot. Remarquant le protagoniste qui débute à partir, le préparateur ressent un frisson et hurle aussitôt à l'aide. Depuis l'ombre de la forêt, des loups mutants aux yeux violets entourent le lâche, salivant pour de la viande fraîche. Effrayé, le gamin riche recule, traînant son pantalon dans la boue alors qu'il implore qu'on lui laisse la vie sauve. Le dernier son de la forêt et le rugissement pris de panique du gamin riche alors qu'il est avalé par les mâchoires des bêtes sombres. Avec son voisin dans les bras, Séo, il marche calmement au clair de lune, laissant derrière lui le donjon maudit. Avec cette intervention fatale, le lâche enlèvement dans la dangereuse zone jaune atteint sa conclusion méritée. Désormais issue de la forêt, la jeune femme retourne dans les bras désespérés de sa mère, au milieu de larmes de soulagement et de câlins chaleureux, observant la scène de loin. Le partenaire du MC rapporte que les gens du service de contrôle sont les employés corrompus qui ont permis l'entrée illégale. Sans le soutien de leurs puissants parents, le scandale se répand dans les médias, ternissant durablement l'image des personnes impliquées. En raison de la tragédie, le juge corrompu et père de l'agresseur a démissionné de son poste sous la pure pression sociale et la honte publique. Les jours suivants, l'atmosphère refait surface à la routine bureaucratique dans l'immense bâtiment de l'administration civile. Mais le système bleu sonne, dévoilant une nouvelle et risquée opération d'extermination pour le maître du laboratoire. Le paravent ordonne au jeune homme de tuer la reine des guêpes, principale cible de la colonie d'insectes, dans un délai serré de 30 jours. Sur le champ, le souvenir de la bête géante de la forêt jaune lui vient à l'esprit. Conscient de la brutalité du patron, il reconnaît le fil de ses 3 yeux meurtriers et de ses faux mortels. Cachée au centre de la ruche, la reine bénéficie d'une forte protection contre toute une armée de fourmis suicides. Toutefois, la lueur avide dans les yeux du protagoniste avoue son désir absurde de capturer le monarque pour son propre usage. Intérieurement tactique, les abeilles communes ont détruit son labyrinthe comme si c'était un jeu. La reine doit donc avoir le pouvoir d'anéantir tout envahisseur. Satisfait de son projet d'avenir, il fait son sac et informe l'équipe qu'il part plus tôt. Camly, son collègue vétéran, rappelle tout simplement au gamin de terminer les formalités administratives avant de s'en aller. En hochant tout simplement la tête, l'enfant fait semblant d'avoir entendu et se dirige vers la porte, ignorant la partie ennuyeuse du travail. La porte fermée, le vétéran pousse un soupir et est dédié à la montagne de rapports que le rookie a laissé derrière lui. Connaissant le compte à rebours de 30 jours, notre protagoniste marche fermement dans la rue en focalisant uniquement sur la préparation tactique. En un clin d'œil, le protagoniste franchit déjà les portes sacrées du temple d'entraînement aux arts martiaux avec son sac à dos. Observant le tout d'un regard sévère du haut des escaliers, l'agent de surveillance souligne d'un air moqueur le retard du rookie au dojo. Recevant le nouveau venu à la porte du temple, le maître d'armes prévient que la récréation est terminée. Avec le coucher de soleil couvrant l'ancienne arène, l'atmosphère tendue remplace le silence de l'après-midi. Ne comprenant pas très bien les réprimandes, Séol interroge la raison de sa précipitation, depuis qu'il est devenu le disciple officiel. Sans détour, le vétéran prévient qu'être élève ne diminue pas la charge, la véritable montagne d'entraînement débute maintenant. Emmenant le gamin au fond du dojo, le duo découvre le costaud rival déjà trempé et en sueur sur le sol. Sans se plaindre de sa précédente défaite, le grand type Jun salue et montre un pur respect pour le leader. Reconnaissant l'effort de l'élève, le maître désigne un objet étrange et immense au centre du tapis. Curieux de connaître l'étrange roche, le MC jette un frappe d'œil à son rival, à la recherche d'un indice sur quoi en faire. Brisant le mystère, l'ancien révèle que la pierre est en réalité la mâchoire d'un but en fer très rare. Pour le choquer encore plus, le vieil homme avoue qu'il s'agissait du premier bête mutant capable de pratiquement l'abattre dans le passé. Avec une main lourde sur le dos du gamin, il lance le défi de briser les os de la bête comme test physique. Totalement confiant en sa propre force, notre gamin prend-il ce que nous avons sauvé grâce à ses actions, dans le côté obscur de la planète A. Et ceux qui sont rejetés, cela résonne encore dans le Talapan pourquoi, comme les jurons et les injures quand c'est évident pour celui qui est nu. Le Yuan et le pouvoir, la seule chose que l'on puisse faire est d'être aimé par ma petite amie spéciale. Et encore une fois, votre insouciance vous rendra malade et vous ne pourrez pas prendre soin de ceux qui ont été emmenés, la vie est pas la tienne. Celui qui l'a cassé criera chacun dans le giron de la voiture qui va être fini. Oh non, le maître montre du doigt l'étudiant costaud et lui déclare de démontrer comment de réels dégâts sont causés. Dans un élan d'humilité, Jinsu déclare que son niveau actuel dépasse le rang B, mais qu'il est encore loin du niveau des maîtres. Plein de concentration, la brute serre les dents et frappe la mâchoire avec la force d'un camion en fuite. Tout à coup, l'os magique se fissure de quelques centimètres, attirant un sourire surpris de la part du vieux. Des sueurs froides après l'effort,
l'élève avoue son choc de voir la pierre pratiquement intacte après son maximum. Satisfait, le maître déclare que cette épreuve impossible sert à forcer quotidiennement la croissance physique du couple. En guise de punition, il interdit tout avancement dans l'entraînement jusqu'à ce que le gamin puisse ouvrir toute la mâchoire. Stupéfait par cette tâche, le protagoniste comprend dans quel gouffre il s'est enfoncé en acceptant d'être l'élève officiel. Dans l'esprit du costaud rival, l'échec initial prouve que le protagoniste est entré dans le dojo par pure chance. Une fois l'après-midi terminé, le grand type sort du temple, pensif et déçu de la contexte. Après tout, il a sacrifié 2 ans de sa vie, transpirant du sang à l'extrême, pour tenter d'obtenir la place directe de la pupille. Mais en fin de compte, c'est un bureaucrate qui n'a pas volé l'occasion en or dès le premier test, incapable d'accepter l'injustice, le grand gaillard serre les poings et jure de s'entraîner 2 fois plus pour prouver sa propre valeur. Interrompant sa révolte matinale, le soi-disant personne surgit un sourire aux lèvres amicales, lui souhaitant une bonne matinée. Surpris par les rookies présents si tôt, le seigneur balbutie et interroge la raison de son arrivée anticipée. Kamli, le gamin commente que se réveiller plus tôt fait partie de la discipline, même les jours de congé du département. Profitant de l'opportunité, le MC interroge au Big Guy d'assouplir les formalités puisqu'ils sont désormais partenaires d'entraînement. Remarquant le nettoyage, le est choqué de voir que la recrue a nettoyé tout le dojo avant qu'une personne d'autre n'arrive. Gêné par l'attitude humble du Big Guy, il interroge au protagoniste d'arrêter le serviteur comme l'habitude de critiquer la confusion hiérarchique. Very Kamli Sio Oyol se interroge s'il est réellement nécessaire de créer une division de statut entre eux et ici. Ce qui n'est pas dans un ego, ce qu'il ne faut pas nettoyer n'est qu'une question d'habitude personnelle et non une obligation. Face au senior, il déclare que tout le monde transpire du sang sur le même tapis pour atteindre la force pure. Complètement désarmé par la posture du gamin, les gros gars la fureur accumulée s'effritent peu à peu. Dans les semaines qui suivent, le rookie prouve sa valeur, détruisant son corps et son entraînement et étant toujours le dernier à partir. Malgré son titre exclusif de disciple, il ne s'exhibe jamais et n'abuse jamais de sa emplacement auprès des plus faibles. Bien au contraire, l'enfant se fait vite des amis et s'intègre sans souci dans toute l'équipe. Outre son charisme, il s'entraîne comme un psychopathe, repoussant ses limites physiques à l'extrême avec ses frappes. Toute cette perfection crée une haine respectueuse chez le rival chamois, qui essaie de toutes ses forces de haïr le rookie. Fatigué et en sueur, le seigneur avoue enfin que le MC est le miroir exact de ce qu'il rêvait d'être. Avec un cri de fureur, Sio Yol finit par briser la monstrueuse mâchoire en 2 d'un coup électrique parfait. À bout de souffle, il célèbre le millimètre de progrès dans sa technique d'explosion musculaire. En lui tendant une bouteille d'eau, le grand type déclare à l'enfant de se calmer, sinon il aura une crise cardiaque sur le champ. Pour la première fois, le seigneur appelle le rookie par son nom avec le suffixe pour Older Brother, couper la tension des rivalités. En buvant de l'eau, notre protagoniste sourit narquoisement et plaisante sur le temps qu'il a fallu à son collègue pour accepter leur amitié. Coupant court à ce moment de paix, le son profond d'une trompette magique déchire le ciel de la ville, les surprenant tous les deux, et Poued, le grand type identifie aussitôt le bruit comme l'appel officiel de la guilde Overcross se dirigeant vers une invasion. En théorie, leur cible est une porte haute et de niveau qui est apparue près du temple au milieu de la nuit. En tant qu'ancien employé licencié, le gros gars prévient que la guilde fonctionne sur la base d'un travail d'esclave sans horaire fixe. À l'intérieur de la barrière forestière, une unité de chasseurs défile sous les ordres froids du directeur général. Fatigués de la routine, les mercenaires se plaignent du fait que la opération est trop facile et rapide pour leurs standards. En effet, l'équipe a nettoyé pratiquement toute la zone en moins d'une journée sans faire de victimes. Le souci est qu'ils ont dépensé leur quota illégalement pour capturer des orques de sang et d'acier piégés dans une cage magique bleue. Méfiant, le nouveau venu du équipe s'interroge sur la raison pour laquelle on a capturé la bête vivante, puisque la règle est de l'abattre. Riant de son innocence, le partenaire plus expérimenté se moque et jure qu'ils gagneront des milliards en vendant la bête au marché noir. Complètement concentré sur la contrebande, le crétin lance l'idée de vendre le collier étrange du bête, piégé dans la barrière de confinement. L'ORC se réveille, sentant la violation de ses biens par la troupe de mercenaires. Dégoûté par l'artefact ringard, le chasseur jette le bijou dans les bois, maudissant ses déchets sans valeur. Réveillant son instinct de tueur, la bête mutante porte ses dents puantes et brise le cristal protecteur. Libéré de ses liens magiques, le géant à la peau foncée et aux yeux de feu pur surgit derrière les soldats. Le lendemain matin, en ville, Sio Yol déclare au revoir à ses coéquipiers après avoir terminé un autre quart de travail ennuyeux. Comme d'habitude, son partenaire vétéran interroge si le protagoniste s'en va vite ou s'il prend une bière avec eux. Déclinant poliment l'invitation, le gamin déclare qu'il doit retourner précipitamment au dojo d'arts martiaux. Ce jour-là, le maître devait s'occuper de quelques affaires de vue, et la tâche de veiller sur les nouveaux venus incombait au rookie. Coupant le bavardage,
l'alerte d'urgence hurle rouge et fort sur les bracelets fédéraux du couple. Sur le champ, le signal de détresse maximale appelle toutes les escouades dans un rayon de 20 km. L'écran confirme la pire tragédie possible parmi trois, la porte des étoiles se brise au milieu de la rue. En regardant la carte, c'est... Oh, le cœur de Yol s'arrête pratiquement lorsqu'il voit le endroit exact du massacre et l'invasion du bête libre, le signal rouge clignote désespérément, pointant directement vers la porte principale de l'Association coréenne des arts martiaux. Dans la cour détruite du temple, la bête mutante progresse, détruisant les colonnes alors que les étudiants tentent de fuir le massacre imminent. Saignant des griffes de l'orque, le géant seigneur tombe à genoux, entièrement épuisé dans la cour détruite. Le maître étant éloigné du temple, le costaud combattant ravale sa douleur et déplore l'absence du vieil homme au pire moment possible. Dans le passé, John, rejoignant ainsi la guilde des mercenaires d'Overcross, pensant qu'il était le plus grand génie du monde du combat, pendant des années, il s'est menti, justifiant la lâcheté et la mort de la guilde comme la sélection naturelle des forts. Néanmoins, la dure réalité a écrasé son ego lorsque les bêtes du donjon ont massacré ses coéquipiers. Abandonné et entouré de bêtes, le seigneur réalisa alors qu'il n'était qu'un pion jetable de plus pour le système. Avec du sang coulant sur son visage, la vision cruelle du monde des chasseurs a pratiquement poussé le grand type à tout abandonner et à accepter sa fin. Agrippant la poignée de son épée usée, il promet qu'il ne s'enfuira plus cette fois. Ce jour fatidique dans le donjon, le maître d'armes est apparu sans prévenir et a sauvé le gamin sans demander un seul centime en retour. Désormais, inspiré par le protagoniste, le grand type jure de protéger de sa propre vie les recrues du dojo contre la bête enragée, Wonin Kewes Asanagwa Gongmin Mangay et Mepeo Sanomasa Sananya. C'est pour ça que la malchance va te faire du mal, surtout l'aide de mes chiens, c'est la seule chose qui va être mauvaise à cause de ta malchance. Ah pareil, je sais que ce que mange le roi est meilleur que ce que je mange chez le jardinier. Et Amalapan est tellement kanda que personne ne peut t'aider s'il n'est pas en Ili. Le Mahasaa du Kulala du Mahasaa du Mahasaa le Mahasaa du Mahasaa est le point de la bête. La force du frappe soulève la poussière, mais révèle la posture impeccable de notre protagoniste, bloquant l'ORC avec sa lance croisée, stupéfait par ce salut tout à coup, le grand balbutie et ses yeux s'écarquillent en reconnaissant le dos de son jeune frère. D'un regard glacial, le protagoniste déclare au grand gaillard de se détendre car désormais, le démontage est de sa responsabilité. L'écran holographique bleu clignote alors, invitant les adversaires directs dans le domaine sombre et privé. En une fraction de seconde, la réalité s'effondre, Nyansins sa MG Akua Manos à Mataglignol, Pagetok le Benéien Rata au Monsta, ils font partie de ceux dont on peut s'occuper. Teko Saziguin Maman le A, Kungulu Sa. Votre maison est stupide, les charmes le sont, pour les mini-cumus en un ceux dont on peut s'occuper, ceux qui sont prêts à être pris en charge, à vous, et il y a ceux dont on peut prendre soin, il y a les gens dont je veux prendre soin. Les jabingos sont toujours en difficulté. Comprenant qu'un seul contre un serait trop risqué, RMC esquisse un sourire narquois et convoque sa première surprise. D'une simple pression sur le système, il lance des hordes infinies de buts pour retenir le boss et tester ses défenses d'acier. Dans une fureur meurtrière, les morts-vivants des donjons bondissent de tous les coins, enfonçant leurs griffes et leurs dents dans la peau sombre du géant. Pendant que le grand type dépense de la puissance pour nettoyer les petits déchets, le protagoniste active la vitesse maximale à la recherche d'un angle mort mortel. Tournant comme un mixeur, l'ORC rouge écrase les têtes des buts, éclaboussant les cerveaux magiques dans toute la salle. À l'heure en cours, avec tout ce qui se passe, Yulo sera en mesure d'atteindre les arrivées qu'il a promises, à Ranapa Agaban. À Yeyon, Yulo a déjà une attirance et est accompagné par les Ayaons, l'Ayon Mac plané parmi les Ayaons et le Céophaba sans gazon du vieil Ayayon, ceux qui sont heureux avec ceux qui sont heureux sont ceux qui sont heureux avec ceux qui sont heureux avec eux. Le ministre des Têtus sera lavé. Maintenant, c'est celui qui veut être violé et lance un frappe de poing colossal vers la poitrine du protagoniste. N'ayant pas d'autre choix, c'est Gugu. Elle abandonne son arme et bat en retraite, activant son dernier atout en invoquant le propre patron du labyrinthe. Au centre de la pièce, le zombie géant surgit sans prévenir, arrêtant le frappe de poing de l'orchidée dans la mâchoire, laissant tomber un bloc de force brute. Dans un choc de géant, la bête mort-vivante enfonce ses dents et ses griffes dans le sang durci de la bête rouge. Conscient que sacrifier son bête le plus puissant en valait la peine, l'enfant dégaine furtivement une deuxième épée courte, les deux géants étant enfermés dans une étreinte mortelle, le gamin découvre le point faible parfait dans le dos de la bête envahissante. Accablé par la douleur, l'orque rugit vers le ciel sombre du domaine, sentant la lame profondément enfoncée dans sa colonne vertébrale en acier. Dans une scène grotesque, la tête du boss zombie pend, tombant au sol avec ses dents, toujours enfoncées dans la chair de louange. Aussitôt, le panneau rouge lance un terrible avertissement,
confirmant la défaite de son serviteur le plus puissant et désactivant le bonus de réanimation des troupes. Crachant de la haine pure, le protagoniste écrase l'écran holographique, promettant de revenir quelque part comme une lance de PG à Suzinangang ou le Caradoan. D'un pas mortel, le protagoniste est le nom de celui qui ne veut pas maintenant être retiré de l'injection de sang, prêt à effacer la bête rouge de la surface de la Terre, alors qu'il atterrit depuis le mur, il écrase un bouton invisible stratégiquement caché sur la pierre lisse du couloir magique. Sur le système bleu, la pluie d'acier, une alerte surgit et des dizaines de pointes métalliques tombent du plafond détruisant la pièce. Couvert de fumée, le géant rouge bloque certaines lames avec son bras couvert de sang durci, par pur instinct. Profitant de la fumée qui provoque la cécité, COYO parcourt la salle à une vitesse surréaliste, tenant sa lance rougeoyante. Avec un cri de guerre, il s'enfonce directement dans le trou exact de la blessure précédente pour tenter de percer le cœur de la bête. Le choc des armes fait voler le corps du bête, glissant sur le sol mouillé de sang violet. Sans laisser la proie respirer, le MC appuie sur un autre bouton, posant le pire piège dans cette pièce spécifique. Du plafond, des blocs de pierre entiers remplis de pointes s'abattent comme un rouleau compresseur sur les orques hébétés. Le craquement dégoûtant des os écrasés résonne dans le donjon, faisant taire pour de bon la fureur des bêtes meurtrières. À bout de souffle, le protagoniste avoue avoir gardé ses meilleurs jouets de torture dans cet espace réservé uniquement aux urgences, essuyant la sueur de son front, il célèbre le succès du massacre total, prouvant ainsi la valeur des pièces d'or dépensées pour ses engins. Tout à coup, l'écran du labyrinthe émet un bip frénétique, signalant une erreur drastique dans la durabilité de l'emplacement après la violente bagarre. Le système lui fait comprendre que la pièce entière est sur le point de s'effondrer si l'intégrité chute encore de 2%. Coché, le gamin calcule le trou dans son budget, expliquant la mort de son serviteur patron et les dégâts causés au mur. Essayant de trouver un peu de consolation, le MC réfléchit au profit et baisse la tête, déconcerté par un son profond déchirant le silence. Depuis le sol détruit, les orques se débattent et la carcasse clignote en rouge vif, régénérant les os et les tissus à une vitesse satanique. Avec ses yeux entièrement blancs, l'ORC entre dans un état berserké, explosant dans une aura destructrice capable de faire imploser la pièce. Bouillant de haine pour les déchets rouges de l'entêtement, le gamin renonce à dépenser de l'or pour réparer cette zone de guerre. Évoquant l'écran de issue, il décide de renvoyer le mutant dans le monde réel et de lui fracasser la gueule dans l'ancienne cour. À l'extérieur, le seigneur chamois évacue les enfants meurtris et s'assure que la zone est exempte de civils, afin de ne pas gêner le duel. Inquiet, le grand type retourne dans la cour en grommelant et en essayant de retrouver le trou où le débutant a largué la bête. Avec un grand craquement, le portail noir s'ouvre, aspirant l'air de la cour et forçant le seigneur à reculer d'un pas. Du milieu du niveau spatial, le protagoniste saute, projetant ses bottes sur le sol propre et faisant craquer ses jointures sales. Les yeux écarquillés, le grand combattant constate que le mana du rookie est apparu sans prévenir, sans aucun avertissement environnemental. Peu après, la masse monstrueuse de l'orque cramoisi s'effondre, brisant le parquet avec un impact brutal. Riant hystériquement dans son mode insensé, la bête prépare ses gigantesques griffes pour démembrer ses cibles avec fureur. Un flou cramoisi, le mutant se dirige vers ses yol, levant le poing chargé d'une catastrophe imminente. Avec l'impact croisé, notre protagoniste furo et sourcil, stupéfait par la force disproportionnée du bête pratiquement terminé. Sentant son corps se bloquer en défense, il rejette une tactique de guerre d'usure, acceptant la différence colossale entre leur niveau physique dans la phase berserkée. Souriant comme un fou, l'enfant constate une légèreté irréelle qui parcourt son corps, il est réduit en poussière depuis quelques mois d'enfer. La douleur de la défense n'a pas d'importance, car les semaines passées à pousser des poids au bord de la folie dans le dojo ont forgé un bouclier physique incassable. Avec le frappe mortel de l'orque verrouillé sur une lance, notre protagoniste sent la force monter dans ses veines, pensant même que son corps pourrait se briser en 1000 morceaux. Posant les pieds sur terre, le garçon sourit car il peut enfin ressentir les résultats de son propre entraînement directement sur sa peau. La lame du poignard brille alors d'une puissance électrique rouge, prête pour le grand contre-assaut. Dans un violent éclair, le gamin charge en avant, heurtant de plein fouet la gigantesque bête. Étonnamment, l'ORC recule, crachant du sang après avoir ressenti le poids absurde du frappe. Plein de fanfaronnades, le protagoniste affiche un sourire confiant, déclarant que ce combat devient réellement amusant. Encore une fois, les deux hommes se heurtèrent au centre de l'arène, créant une explosion de puissance pure. Sentant la pression écrasante, la bête serre les dents dans un mélange de pure fureur et de douleur. Se moquant du visage de la bête, l'enfant la regarde de haut et lui interroge si elle s'amuse aussi avec les coups. Tout à coup, la main d'acier géante du mutant saisit entièrement par surprise le bras du chasseur. Sans perdre de temps, le patron fait tourner son propre corps et projette l'humain dans les airs en utilisant la force brute pure, comme une poupée de chiffon,
notre jeune MC vole de manière incontrôlable à travers la cour du temple, prêt à embrasser le sol. Sous le violent impact, les pierres et les débris volent partout dans une chute très lourde. Reprenant son souffle, le chasseur constate que la bête emploie toujours sa tête et comprend la tactique de l'ennemi pour annuler les armes tranchantes. Tout à coup, une ombre noire recouvre le gamin, le forçant à lever les yeux vers le péril imminent. Dans un bond de bête, l'ORC déchire le sol en pierre, se déplaçant pour achever l'humain tombé, tel un météore rouge, le mutant descend les poings serrés vers notre protagoniste. En 7 millisecondes exactes, un flot très rapide parcourt le champ de bataille. Pris dans les airs, le géant subit un impact coupant et son progrès mortel est interrompu en plein vol. Couvert de sang, le seigneur chamois hurle, promettant de gagner du temps pour que son jeune frère découvre une vraie arme. Brutalement, la bête écrase la défense de son partenaire, soulevant un dense nuage de poussière et de destruction. Tutanodis Abéos, mon homme est l'Arouin et l'Apa, Ezagalawan et le Matunois dans le Meili, le cri dans le rampé que c'est possible, AP Chazan MC est celui qui s'est occupé de nos ennuis, notre équipement l'est bien. Maintenant qui c'est Hacha et maintenant Poto Touraquet, je suis allé à Tarara avec son vrai. Ce qui est possible, c'est de crier le Nanguais, les Steret Apas, l'Iron Gol au col grande de chez nous. Mal à vous-même celui qui portera le fruit du mana rouge, celui qui est vivant sera probablement celui qui y travaillera. Le Poued est celui qui sera le meilleur à Gunrora, il jure de faire exploser ce morceau d'os d'un seul frappe. Serrant le poing avec une force absurde, le chasseur déchaîne le frappe de poing ultime sur la structure étrange. Sur le champ, la mâchoire en acier se brise, libérant le noyau de force emprisonné à bord, au loin, la bête mutante continue ses attaques aveugles tandis que le seigneur essaie de survivre au rugissement final du boss. Tout à coup, une explosion de puissance fait voler l'ORC d'acier et de sang et annule le massacre. Avec un bruit sourd, la bête roule sur le sol de la cour, entièrement assommée par la nouvelle magie. L'écran bleu du système émet alors un ping, confirmant l'acquisition d'un objet unique et cassé appelé le poignard démoniaque. En observant les restes de la mâchoire, le protagoniste est reconnaissant pour l'aide inattendue de l'os brisé. Satisfait de la victoire, l'enfant sourit de soulagement, déclarant qu'il est plus que prêt pour le prochain niveau d'entraînement. À proximité, le grand gaillard allié est toujours au sol, souffrant de profondes blessures. Reconnaissant les pas, le partenaire à moitié conscient marmonne la voix familière et s'enquiert de l'état du gamin. Forcément, le protagoniste tire le seigneur par ses vêtements et déclare au grand type de rester éveillé à tout prix. Tirant son ami du sol, le protagoniste laisse échapper un rire, affirmant que le vétéran est un dur à cuire lorsqu'il s'agit de tromper sa issue finale. La vision floue, le géant sourit et reconnaît enfin son jeune frère comme le grand sauveur. Faisant l'idiot, notre gamin se moque, demandant qui d'autre aurait pu s'occuper du sauvetage là-bas et déclare à son partenaire de tout simplement se rallonger. Enfin, l'équipe médicale arrive dans la cour détruite, confirmant que tout le désordre est terminé. Le lendemain, le soleil brille de mille feux et se reflète sur les fenêtres du bâtiment géant de l'administration centrale. À l'entrée, une foule de journalistes se bouscule, installant leurs caméras dans un chaos absolu. Pointant leur téléphone, les médias hurlent de façon hystérique en constatant l'arrivée de la figure la plus attendue de la matinée. Sur le champ, les journalistes concentrent leurs projecteurs sur le réalisateur Bak Junwan de l'Overcross Guild, affichant son costume chic. Sous le choc, les médias exigent des réponses claires sur le transport illégal du bête dans les rues animées de la ville. D'un pas calme, le vieux costard s'arrête sur le trottoir et feint une posture humble, s'excusant auprès des victimes du chaos. Cyniquement, il justifie cette erreur en affirmant que l'ORC avait une grande valeur scientifique et qu'ils ont donc essayé de faire don de la bête sous un risque calculé. Pour mettre fin à la mascarade, le méchant annonce sa pleine coopération à l'enquête et essaie de s'éloigner de l'attention du public. Tout à coup, une personne dans la foule désigne l'autre côté en criant le nom du véritable agent de sauvetage de la opération. Changeant de cible, les médias entourent notre protagoniste, se demandant comment un simple chasseur de rende a éliminé un boss aussi dangereux. Pour tenter de protéger son partenaire, son coéquipier repousse les micros, affirmant que l'interview peut attendre leurs heures creuses, mais l'enfant se fige avec un regard perçant, se souvenant de l'inaction de son propre ministère fédéral. D'une voix ferme, il évoque la responsabilité de la surveillance, exigeant de savoir pourquoi l'agence ne surveille jamais ces grandes corporations. Pris de panique par la sincérité suicidaire de son ami, le vétéran murmure, implorant l'amour de tout ce qui est sacré pour que le gamin ignore les caméras. Comme si cela ne suffisait pas, un streamer agaçant accuse le protagoniste d'être un influenceur payé par des guildes rivales pour publier de fausses nouvelles en direct. Soupirant de haine intense, le garçon marmonne à propos des saletés et des ruses lâches que les riches utilisent pour nettoyer leurs propres dégâts. Tournant le dos à son collègue, il déclare qu'il sera de retour dans une seconde et s'en prend à la source du souci,
saisissant le microphone du streamer arrogant, notre jeune animateur confirme tout simplement si cette diffusion en direct se déroule réellement en temps réel. Avec un regard terrifiant, le gamin explique la raison de la pause, affirmant que le monde entier a besoin d'entendre la vérité à cet instant précis. Consumé par la fureur, il hurle à la caméra, demandant si le sentiment d'être payé pour nettoyer les déchets d'une personne d'autre est bon. Pointant du doigt le réalisateur Bach, l'animateur dénonce en direct à l'antenne que ce sont les guilds qui font le désordre, et que c'est toujours l'équipe de secours qui prend le dessus. Sur le champ, un silence de mort s'installe sur tout le trottoir tandis que la foule absorbe la bombe brute et non filtrée. Sans baisser sa garde, le protagoniste affiche un sourire de pure moquerie, exigeant une confirmation directe du réalisateur menteur, complètement exposé au ridicule, le vieux costard serre les dents, contenant la fureur absurde qui bouillonne dans les veines de son cou. Au comble du détresse, son collègue attrape l'enfant par les cheveux, l'éloignant des médias. S'inclinant profondément, le vétéran s'excuse auprès de la foule, inventant une excuse fragile selon laquelle la recrue délire à cause de la maladie. Loin des flashs, le responsable de la guilde se contente de confirmer auprès de son assistant l'identité exacte de ce gamin insolent. Un sourire aux lèvres malicieux sur le visage, le réalisateur reconnaît que l'enfant se comporte comme un petit chiot, aveugle au péril. Lâchant une rame rouge de pure intention meurtrière, Bach ordonne froidement à son subordonné d'écraser ce salaud impitoyablement. Quelques heures plus tard, la plaque bleue de la salle de conférence du siège brille silencieusement étendue dans le couloir vide. À l'intérieur, les hauts responsables regardent avec inquiétude la vidéo virale de notre protagoniste humiliant l'élite sur Internet. Sur l'écran, un bureaucrate montre l'engagement absurde du clip, qui a explosé dans tous les journaux du pays à une vitesse étrange. Passant une main sur son visage fatigué, le leader des secours admet les paroles imprudentes de l'agent, mais considère la punition proposée par les guildes comme une exagération colossale. À la table des réunions, les gros bonnets débattent des fautes de la Major Guild, tandis que l'un d'eux souligne que les vidéos manipulées ont valu de nombreux éloges au MC, perdant patience, un autre procès affirme que la manipulation ondrie. Ceinture de soulèvement. Et Gilly peut être l'équipement Overcross et le Holly de Ikari avec banane en dio ou qu'il a un ça. Saem Amazing Listen Tomato Ange. Cours. Ganyan et Tang, deux d'entre eux, arrêtent leur spectacle enfantin, en apportant les faits. Le dirigeant leur rappelle que le taux de sauvetage du PDG adjoint Yol a récemment atteint 100%. Malgré leur dépendance à l'égard des grandes guildes, l'enfant est devenu un atout trop précieux pour que l'agence puisse tout simplement s'en débarrasser. Une tasse à la main, le directeur barbu interroge si une personne a un meilleur plan pour contrer la lâcheté de la guilde. Conscient de la pression, le directeur Park Gwang-so décide que l'administration doit réagir d'une manière adaptée à la contexte. À l'extérieur, le luxueux couloir du siège reflète le suspense du moment. 3 coups secs résonnent sur la porte en bois jusqu'à ce qu'une voix grave autorise l'entrée. Rapidement notre protagoniste entre dans la salle du grand patron avec une expression entièrement neutre. Le gamin interroge sans détour pourquoi il a été convoqué si brusquement par la direction. Montrant le canapé, le réalisateur barbu déclare à l'enfant de s'asseoir avant de commencer la conversation sérieuse. D'un ton lourd, le grand patron prévient que le sujet de cette réunion est d'une extrême importance. Sur la table, une tasse de thé chaud brise un peu la tension suffocante de la pièce. Dans une atmosphère étrange, le vieil homme interroge si la boisson est bonne et le gamin plaisante sur l'ouverture d'un café. Avec un léger sourire, le bureaucrate le remercie du compliment mais le prévient peu après qu'il a en tête une curiosité bien précise. Sans tourner autour du pot, il interroge à quel rang pense le protagoniste. Il l'obtiendrait s'il lisait le test de niveau officiel maintenant. Avec une autre gorgée de thé, notre protagoniste admet qu'il ne connaît pas le niveau exact mais est sûr d'avoir dépassé le rang D. Satisfait de la réponse sincère, l'ancien lui fait reprocher que les récentes réalisations du gamin ne correspondent pas à un niveau aussi bas. Ensuite, le directeur devient réaliste, affirmant que l'agence a travaillé dur pour mettre fin aux fausses rumeurs créées par des envieux. Au ton de la conversation, l'enfant sent le chantage et se interroge s'il ne devrait pas révéler ses pouvoirs cachés en échange de leur soutien. En analysant son adversaire, le gamin se souvient que ce réalisateur est un dangereux renard politique et très expérimenté dans son poste. Et le péché, qui est un agneau fade ou un agneau dans la masse? Il a raison, ma vie est agneau, il y a une équipe avec laquelle il va se battre. Parce que le Sioprcé est si bon, le protagoniste n'est pas dans le savon de Pagayen dans le nom, ce n'est pas celui qui connaît au endroit de la Minéon. Le suspect qui a cassé l'Ub, celui qui connaît l'homme sera poli et examinera celui qui ne l'est pas, celui qui connaît l'Ubé pour l'appel. Catane Quintin est l'équipe qui est devenue veuve dans la chapelle et c'est ainsi qu'il y a des arbres maintenant, annonçant qu'il expédie le protagoniste directement à la campagne. À l'extérieur, le coucher de soleil peint le bâtiment géant de l'agence en orange, mettant ainsi fin à la journée de travail. Dans les couloirs,
les costards commentent que l'enquête s'est terminée très vite, grâce à l'équipe de surveillance. Marchant côte à côte, le leader on interroge au méchant d'Overcross son avis sur l'audacieuseté. Oh, yol. Plein d'arrogance, le réalisateur aux cheveux platine renvoie la question, voulant connaître la raison de tant d'intérêt pour un simple pion. Les yeux brillants de haine, Bach avoue qu'il déteste les insectes qui bourdonnent et lui bouchent la vue. Narguant son partenaire, et insinue que c'est là la raison de son exil, mais le méchant déclare tout simplement qu'il voulait confronter la recrue à la réalité. Tout à coup, le costume constate une figure familière en se demandant si les deux sont des amis proches. Choqué par la coïncidence, la leader Anne se fige au milieu du couloir en se retrouvant face à face avec la cible même de leur potin. Appuyé contre le mur, les mains dans les poches, notre protagoniste regarde les riches avec un regard acéré et ironique. Dans le Sazijing, le méchant se moque du fait que le destin aime les réunir et lui jette à la face ce qu'on appelle l'exil à la campagne. Inquiet de l'agitation, le leader essaie d'écourter la conversation et attire l'attention de Platinum, Erdmann. Pointant du doigt sans vergogne, le gamin accuse le déchet costumé de persécution, puisque les documents de transfert n'ont même pas encore été traités. Un sourire aux lèvres moqueur, le protagoniste déclare à son ennemi de ne pas trop faire la fête car le voyage ne dure que 6 petits mois. Quand tu entends le son du nom, le platine salé, supplie que l'homme soit irradié de la justesse de la pluie. De non, c'est réellement la vérité, ça va être porté au bâton, le comité c'est les transferts que tu peux m'envoyer aux Perses qui sont en sûr à ceux qui ne l'ont pas maintenant. D'aujourd'hui, votre Amul est l'homme qui n'est pas au milieu de la démotion sans parce que. Il sait que les manteaux sont les vivants, la raison pour laquelle il vient d'être promu à 2 niveaux, obtenant le poste de directeur adjoint. Comme frappé à coups de masse, les 2 barocrates, les yeux écarquillés de pur choc. Les narguant durement, le protagoniste feint la surprise devant l'expression funèbre du vieil homme alors qu'il balbutie de super fausses félicitations, incapable d'avaler la défaite, l'homme aux cheveux platine marmonne que l'agence est devenue un désastre pour promouvoir des employés si brusquement. Sans perdre de temps, notre gamin affirme que les dirigeants reconnaissent tout simplement le talent et se moquent du visage abasourdi du méchant. Bouillante de haine pure, les auras magiques du rival explosent dans le couloir, créant une pression écrasante. Pour éviter la catastrophe, un collègue de rescue attrape l'épaule du protagoniste et exige que le réalisateur trash parte aussitôt. Déguisant son accès d'agressivité, le vieil homme meurtrier retire sa magie et prétend qu'il vient d'avoir une distraction idiote. Avec une main sur l'épaule du gamin, son coéquipier leur interroge de retourner sereinement au travail. Avant de se séparer, le méchant lève le doigt, offrant un dernier conseil sur un ton de pure menace. Plein de fanfaronnades, le procès affirme que la tentative de l'enfant de le déranger était une erreur fatale. Ignorant les aboiements, le protagoniste marche calmement et déclare que la priorité de sauver des vies reste la même dans n'importe quelle région. À travers les vitres, le garçon observe la grande ville, réfléchissant aux prochaines étapes de sa opération. Derrière lui, le directeur Baker entend son subordonné l'appeler d'une voix tremblante de peur. Dans un accès de fureur aveugle, le méchant frappe le mur avec une force brutale, montrant son véritable visage de psychopathe. Sous le violent impact, la pierre du couloir se fissure, prouvant que la patience du patron mercenaire a en définitive cédé. Grognant comme un chien, le platine, Erdmann maudit ces foutus insectes qui refusent de se laisser écraser. Loin de l'agitation, la plaque du directeur Park Kwon, Susdor, brille, indiquant que la rencontre amicale se poursuit. Observant l'horizon à travers la fenêtre géante, le barbu expérimenté sirote son thé en calculant le prochain frappe sur l'échiquier politique. Pour rassurer le rookie, il explique que le déplacement ressemble à une rétrogradation mais n'est qu'une stratégie de protection temporaire. Comme condition, le vieil homme déclare que le gamin doit écraser les bêtes de la région pour devenir intouchable par les guildes de la capitale. Dans un silence absolu, le protagoniste baisse la tête, absorbant le poids absurde de la responsabilité sur ses épaules. Remarquant l'ambiance, le réalisateur interroge si quelque chose dérange le gamin, qui s'excuse vite d'avoir été distrait. C'est comme un saut, c'est la première fois que Ranagatagaya débute avec les hommes, mais ce ne sera pas un saut en premier endroit. Celui qui n'est pas celui qui est capable de sauter, au début celui qui n'est pas celui qui va sauter, il peut être là et c'est lui qui va être emporté. Parce qu'il a soif des coupes dans notre AY, pas par les réalisateurs, on lui déclare par le whisky Perplexité et par le Perquesia, l'un d'eux est la défaite de Fox, ne le fais pas et AY est le Igil qui te fera démarrer un seau et une casserole d'eau. Terriban, une fois tout décidé, le protagoniste parcourt le hall illuminé, prêt à déchiqueter les pires dangers de la campagne. Stupéfait par l'écran de l'ordinateur, son collègue à lunettes s'affole en découvrant la promotion de Yol au poste de directeur adjoint en une seule journée et son transfert direct à la campagne. Interrogé sur cette folle nouvelle, le leader de section a répondu calmement qu'il était visiblement déjà au courant de cette bombe.
Sur un ton de pure détresse, les 4 yeux demandent comment l'équipe gérera les sauvetages sans le rookie prodige, mais le vétéran déclare tout simplement à l'équipe de continuer à travailler comme d'habitude. Après le départ du leader, l'employé décroche son téléphone, se plaignant que le protagoniste ait eu une semaine de congé et doute fortement que quiconque aille à un dîner d'entreprise pendant son jour de congé, à la surprise du costume. L'appel se connecte très vite et la voix du protagoniste déclare catégoriquement qu'il est très occupé en ce moment. Ne comprenant pas du tout, le collègue entend le MC dire qu'il doit terminer quelques devoirs tardifs alors que la vue est dédiée à un étrange portail éclairé au milieu des bois. Entièrement équipé en équipement tactique militaire, notre gamin confirme le travail dangereux, les yeux fixés au bord d'une falaise, face à une armée monstrueuse. Un sourire aux lèvres narquois sur le visage, le protagoniste déclare à la radio que la tâche consiste tout simplement à anéantir un nid de guêpes géant alors que l'écran bleu précise un strict 70, délai de 2 heures pour le retrait de la reine.